Je vous rappelle, certains d'entre vous sans doute étaient-ils là, que déjà au Conseil économique, social et environnemental, il y a quelques mois, on avait parlé de l'importance du logement dans la politique nationale. Alors aujourd'hui, on fait avec nos invités, que je vais vous présenter, un exercice un peu différent et très naturel pour les professionnels que vous êtes, membres de l'UNIS du Grand Paris ou partenaires de toute la filière immobilière. On fait un focus sur Paris et sa métropole. Alors, un exercice un peu, qui a quelque chose d'un peu artificiel, parce qu'on va élire un nouveau président de la République ou une présidente de la République. On va ensuite élire une nouvelle Assemblée nationale. Pour autant, on va parler ici de la spécificité de la situation de Paris, de la spécificité de la situation de la métropole du Grand Paris en matière de logement. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un regard national porté sur la politique du logement, on l'a déjà fait, on le refera. Et puis, il y a une situation de la capitale, mais au-delà des grandes villes de notre pays, avec un certain nombre de problèmes que je vais évoquer. Il vous appartiendra de nous dire si le diagnostic que je vais faire, un peu à l'emporte-pièce, correspond à la réalité, mais il est certain qu'on rencontre sur ces marchés très tendus, que sont celui de Paris et de sa région, et de quelques autres villes, on rencontre des problèmes majorés ou des problèmes qu'on ne connaît pas sur d'autres marchés. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si la politique nationale doit prendre particulièrement en compte la situation de Paris. Alors, pour parler de ces sujets, deux élus de Paris, l'un et l'autre conseiller de Paris, je vous les présente par ordre alphabétique. David Alphand, qui est le plus loin de moi, conseiller de Paris, il est vice-président du groupe Changer Paris, qui rassemble les Républicains, les centristes et les indépendants. C'est un élu du 16e arrondissement, et dans son arrondissement, il est chez lui. Hein, voilà, c'est sans doute, d'ailleurs, pour qu'il ne se dérange pas trop quand on a fait ici cet événement-là. Il préside la commission animation et coordination des quartiers. J'ajoute qu'il est diplômé de l'ESSEC, voilà, c'est une école qui m'est chère. Puis ça me permet, si vous m'autorisez ce moment d'émotion, de dédier cette soirée au père de François-Emmanuel Borel, qui lui aussi était diplômé de l'ESSEC, voilà, et qui aimait cette école. Alors, il va nous manquer ce soir, non pas son attention, parce que je pense que d'où il est, il nous écoutera, mais son impertinence au moment des questions, ça va nous faire défaut. Voilà. Et puis, je dois dire que David, parce que vous savez, dans cette période-là, les élus parisiens, en particulier, sans doute un peu plus que les autres, sont très sollicités parce que la campagne bat son plein. Et il a fallu même faire des choix. Alors, je ne serai pas plus précis que ça, cher David, mais tu as bien voulu renoncer à une réunion avec l'un des candidats à la primaire de ton parti pour être avec nous. Voilà, donc, mille merci. Je vous présente à sa suite Pierre-Yves Bournazel. Il est bien connu des Parisiens, il est député de Paris. Il est aussi, je vous l'ai dit, conseiller de Paris. En tant que député, il est membre du groupe Agir Ensemble qu'il a contribué à créer. Alors, monsieur le député, vous êtes issu de la famille de votre voisin. Vous avez fait le choix, après les élections législatives, de rejoindre la sensibilité du président Macron, voilà, et donc on va dire que vous l'incarnez ici, et à Paris, vous êtes membre du groupe indépendant et progressiste. Vous êtes diplômé de Sciences Po de Toulouse, voilà. Il y a toujours un peu quelque chose de Toulouse ici. On a eu souvent Michael Nogal, votre collègue député très attentif aux questions de logement et président du Conseil national de l'habitat. Voilà, va nous rejoindre, je vous le présente d'ores et déjà, pour ne pas rompre le rythme, Thomas Honzo. Alors, Thomas, il est là, ben voilà. Qui est en avance, en fait, il devait arriver à 19h, il est en avance, comme nous, donc tout est parfait. Thomas Honzo n'est pas un élu de Paris, c'est un homme qui a un grand intérêt à la question du logement, en particulier lié à l'emploi. Il est membre d'une assemblée que connaît bien la présidente de l'UNIS, il est membre du Conseil économique, social et environnemental. J'évoquais tout à l'heure notre dernière réunion qui se tenait dans votre palais.
Il a bien voulu incarner ce soir, alors il est du groupe de la CFDT, hein, au Conseil économique, social et environnemental, membre de la mission de travail et emploi, je vous disais quel intérêt il avait à ces sujets. On va dire qu'il va incarner dans ce débat, avec un intérêt particulier aux tensions, aux problèmes qui peuvent se présenter dans une ville comme la nôtre, la sensibilité, on va dire sociale, voilà. Hein, puisque quant à lui, il représente une grande centrale syndicale, comme on disait à une époque, non pas un parti politique, mais on va plutôt parler de sensibilité, et chacun d'entre vous en incarne une, avec sans doute des nuances. Puisque j'ai donné les origines, formation de vos deux prédécesseurs, Thomas, je précise que vous êtes diplômé de l'université de Paris-Nanterre, voilà, Paris 10, diplômé du master méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Vous êtes un homme d'entreprise, voilà, vous êtes toujours, vous avez des fonctions d'encadrement à l'entreprise. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a coutume de présenter la situation de Paris. Et au-delà, alors Paris, de quel territoire faut-il parler? On parle aussi de la banlieue de Paris, les couronnes de Paris, et puis de la métropole de Paris. On a coutume de présenter ces grands territoires comme porteurs de beaucoup de problèmes. Donc je vous demanderai déjà d'appliquer votre propre diagnostic. Je citerai bien sûr les tensions sur les prix, le manque de logements sociaux, le manque de logements intermédiaires, une accessibilité beaucoup plus difficile qu'ailleurs. On peut parler aussi des difficultés particulières que peuvent éprouver les travailleurs, des classes intermédiaires, mais de plus en plus les cadres supérieurs, les jeunes, les sans-abri. On se rappelle que le président de la République s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri. La ville capitale est sans doute celle où il y a le plus de sans-abri. Voilà, donc un certain nombre de problèmes, une balkanisation, sans jeu de mots, c'est-à-dire un rejet de ceux qui voudraient habiter Paris ou la proximité qui en sont loin. Paris leur est fermé. Des niveaux de loyer élevés, avec des décisions particulières. On parlait de dispositifs nationaux, mais déjà le législateur a voulu que la situation des grandes villes, d'un certain nombre de villes, soit traitée de manière spécifique. Voilà, alors votre constat, il peut être très différent de celui que je faisais en reprenant ce qu'on entend, mais ce qu'on éprouve aussi. Pierre-Yves Rondazel, vous commencez si vous le voulez bien. Et puis des excuses parce que je suis très sérieux. Il y a ici un parlementaire, des parlementaires ont signé une charte qui s'appelle Jamais sans elle, qui postule qu'il faut qu'il y ait la parité dans les débats. On a été très mauvais, voilà. Mais je voudrais dire pourquoi. On a sollicité également un certain nombre de vos collègues féminines qui ont été empêchées, pour certaines qui n'ont pas souhaité venir débattre. Voilà. En tout cas, on est attentif à cet équilibre. On ne l'a pas atteint, je le regrette infiniment, ainsi que les autres organisateurs. Je ferme la parenthèse, mais elle était importante. Bonsoir. Merci d'abord de votre invitation. Bonsoir à vous toutes et tous de prendre le temps de nous écouter et d'avoir un échange avec vous. Vous avez évoqué beaucoup de sujets, et donc je vais essayer de faire le plus simple possible. Oui, pour répondre à votre première question, oui, je crois qu'il faut une politique spécifique pour Paris, au sens Grand Paris du terme, pour la métropole du Grand Paris, parce que nous constituons un tissu urbain extrêmement différent du reste de la nation. Paris est une petite ville, 105 km², 87 km² si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. On ne va pas régler tous les problèmes que vous avez évoqués dans Paris intramuros. Le croire, ce n'est pas dire la vérité. Le croire, ce serait au mieux faire preuve de naïveté. Il faut penser la politique de logement à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle d'une ville-monde qui doit trouver des solutions très concrètes pour être attractive, compétitive et en même temps assurer la qualité de vie de celles et ceux qui y vivent au quotidien, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur origine, leurs conditions sociales, leur quartier. Mais Paris doit évidemment prendre sa part et doit, à l'intérieur du Grand Paris, utiliser tous les leviers possibles pour avoir une politique de logement de qualité.
Donc d'abord, il faut penser la politique du logement à l'échelle du Grand Paris, ce qui veut dire qu'il faut penser une simplification politique et administrative, car il y a aujourd'hui trop d'échelons à l'échelle de ce Grand Paris. On va résumer les choses assez simplement. Vous avez aujourd'hui une région Île-de-France. La région Île-de-France va s'occuper des lycées, des transports en commun pour faire simple. Vous avez 8 départements qui constituent cette région. Vous avez une métropole. Vous avez à l'intérieur de cette métropole des établissements publics territoriaux organisés. Vous avez à l'intérieur de cette métropole, en plus des établissements publics territoriaux, en plus de ces 8 départements, vous avez les départements 4 de grande couronne, 3 de petite couronne, puis vous avez Paris qui a un statut dérogatoire au droit commun, même si progressivement le législateur essaye de faire entrer Paris dans le droit commun. Nous l'avons fait dans cette mandature, par exemple en créant, et c'est une première, une police municipale à Paris. Il appartiendra maintenant à la ville de Paris, à Madame Hidalgo, de la mettre en place. Sur une proposition que vous aviez faite, d'ailleurs. Oui, dès 2013. J'avais porté cette idée dès 2013, un peu seul dans le débat public à l'époque, mais rejoint par plus en plus de force, jusqu'à ce que la maire de Paris, en 2020, souhaite mettre en place cette police municipale. Je fais cette parenthèse pour vous dire que, voilà, quel citoyen comprend qui fait quoi là-dedans? Quel investisseur au monde sait qui fait quoi là-dedans? Pas grand monde. Et donc, il faut d'abord une simplification politique administrative. Et c'est très compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'égoïsme des pouvoirs qui existent. Je vais faire simple, il y en aura pour tout le monde. La présidente de la région veut que la métropole soit la région. La métropole veut exister par elle-même et dit la métropole, ce n'est pas la région. Les présidents de conseils départementaux de droite comme de gauche disent « nous voulons garder nos prérogatives ». Les maires disent « ah, il ne faut pas nous retirer de pouvoir, surtout pas en matière de logement et d'urbanisme ». Et vous avez évidemment Paris qui décide un peu seul de sujets qui concernent pourtant le Grand Paris. Et je ne parle pas des établissements publics territoriaux, je ne parle même pas, je les ai oubliés, pardon, dans la complexité, tous les établissements qui gèrent des politiques comme la propreté ou autres, et qui sont des établissements intercommunaux. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est cette simplification politique administrative. Pour ça, il faut mettre tous les partenaires autour d'une table. Il faut le faire au début d'un quinquennat, là où le pouvoir est fort, là où il peut agir, là où il peut réformer, et mettre fin à ces égoïsmes, et en simplifiant ce millefeuille pour qu'enfin on soit efficace. Car on ne peut pas penser la politique du logement et d'urbanisme à l'échelle simplement de Paris, mais on ne peut pas le penser à l'échelle des communes, il faut penser à l'échelle du Grand Paris, mais on ne peut pas penser logement et urbanisme sans penser à la stratégie économique, à la compétitivité internationale du Grand Paris, sans penser aux politiques de déplacement et de mobilité, sans penser à la transformation écologique de cette métropole, de ce Grand Paris. Donc il faut bien qu'il y ait un lieu de production de décisions qui soit plus efficace pour qu'on ait des objectifs et qu'on remplisse ces objectifs sans multiplier le millefeuille administratif qui empêche de mener les bonnes politiques publiques sur le bon territoire. Donc la clé numéro 1, c'est vraiment d'avoir le courage de faire ce vrai Grand Paris et de lui donner les compétences nécessaires, les ressources nécessaires, notamment en matière de logement, en pensant évidemment à toutes les autres problématiques que j'ai brossées tout à l'heure. Paris doit prendre sa part, pour faire simple, à l'intérieur de ce Grand Paris. Paris ne peut pas décider dans son coin de ce qu'on doit faire en matière de logement. Il faut sortir de la politique du chiffre à Paris. Je suis frappé d'une chose, c'est qu'à chaque élection parisienne, on vous annonce des chiffres. Alors on vous dit, pour 2020, c'est 20% de logements sociaux. Pour 2025, c'est 25%. Pour 2030, c'est 30%. C'est très joli, ça rime, mais à ce compte-là, en 2100, c'est 100%. Et je crois que ce n'est pas une logique. Il faut sortir de la logique du chiffre en matière de production de logements pour Paris intramuros. Il faut être dans une logique qualitative, parce que Paris est une capitale déjà très dense, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la capitale la plus dense d'Europe. Je ne parle pas du Grand Paris, là, je parle de Paris intramuros. La capitale la plus dense d'Europe. C'est une des villes-mondes les plus denses de la planète. Nous avons une densité égale à celle de Mumbai. Et donc, il faut que Paris prenne sa part
mais soit plutôt dans une logique de qualité en matière de logement, plutôt que dans une logique de chiffres, ou dans cette logique de chiffres, notamment en matière de logement social, on a abouti à une raréfaction de l'offre privée, notamment par la politique de préemption, qu'il faut maintenir pour lutter contre l'insalubrité, mais qu'il faut absolument arrêter pour tout le reste. La préemption, ça coûte cher aux contribuables, très cher aux contribuables. Ça ne crée pas un seul logement nouveau. Pire, ça participe, dans certains quartiers, à retirer une offre de privé et ça participe à la spéculation immobilière. Alors je sais bien que dans les temps d'endettement considérable de la ville de Paris, il est pratique pour la ville de jouer sur la spéculation immobilière, puisque la ville de Paris vit beaucoup des MO. On parle de 7,6 milliards, 6,6 milliards d'endettement de... La ville de Paris est à près de 8 milliards, 7,7 ou 7,8 milliards d'euros. D'ailleurs, je fais une parenthèse, lorsque je l'ai annoncé en 2018 dans un conseil de Paris, j'ai dit, vous vous retrouverez en début de votre prochaine mandature, c'est-à-dire en 2021, à 8 milliards d'euros d'endettement. On m'a traité de menteur. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation que nous vivons est une réalité. Nous sommes tout proches des 8 milliards d'euros d'endettement à la ville de Paris. Et donc, il faut changer cette logique. Et donc, dans Paris Intramuros, il faut qu'on puisse faire cette qualité. Cette qualité, elle est double. Elle est d'abord quand il y a des nouvelles constructions. Chercher à faire de la qualité architecturale, de la qualité écologique, notamment dans les matériaux, plutôt qu'à chercher à faire du chiffre. Il faut chercher, dans ces nouvelles constructions, à faire de l'équilibre avec l'activité économique, avec les espaces verts, avec les équipements de proximité, et d'avoir une part, bien sûr, de logement social, de logement intermédiaire pour ces classes moyennes qui gagnent trop pour aller dans le logement social tel que le conçoit la ville de Paris, mais qui ne gagnent pas assez pour aller dans le privé, et assumer d'avoir une vraie offre privée pour que les investisseurs s'y retrouvent, mais aussi pour qu'on ait une offre privée à Paris dont on a besoin pour attirer notamment cette part de cadres, pour que Paris soit aussi une ville attractive dans son centre, au cœur du Grand Paris. Je pense que c'est important, c'est une politique que l'on doit affirmer. Cette politique d'équilibre, elle est aussi dans la recherche de ce qu'on peut faire de différent sans chercher à densifier. Au-delà des constructions qu'on peut encore faire, dans l'équilibre, je le disais tout à l'heure, il faut chercher, par exemple, à rehausser certaines dents creuses. Pas de manière systématique, parce que ça serait une politique complètement absurde. Parfois, on peut garder des dents creuses. Parfois, c'est même esthétique. Mais parfois, au contraire, on peut rehausser un certain nombre d'immeubles, on peut faire de nouveaux logements, créer une nouvelle offre, positive pour les Parisiennes et les Parisiens, et à l'intérieur de cette stratégie, on peut trouver l'équilibre entre le social, l'intermédiaire et le privé, bien évidemment. Et les tours, votre avis sur les tours? Je vais y venir. Voilà. On doit pouvoir aussi, à Paris, mettre le paquet sur la rénovation de l'existant pour améliorer l'offre de logement. Et dans l'offre privée, il peut exister des politiques publiques utiles, un investissement utile d'aider à des politiques de rénovation énergétique pour permettre l'attractivité de ces logements. Et puis, je le pense aussi, dans des quartiers comme le 8e arrondissement, par exemple, qui a vu beaucoup de familles partir, avec beaucoup de bureaux qui sont aujourd'hui usagés et qui ne servent plus à l'activité économique, et bien être en capacité de transformer ces bureaux vers du logement, et notamment vers du logement intermédiaire pour les familles et du nouveau logement privé, pour permettre à ces arrondissements d'être attractifs et de faire revenir des familles. On a perdu l'année dernière, cher David, je crois, plus de 6 000 familles encore à Paris, c'est à peu près les chiffres. Tu as les mêmes que moi? On a perdu 6 000 enfants à la rentrée scolaire de septembre et en moyenne sur les 10 dernières années, 12 000 familles par an. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit davantage attractif. Voilà une réponse. Alors les tours à Paris, pour faire simple, moi je suis opposé à la construction de tours à Paris depuis très longtemps parce que justement Paris est une petite ville de 105 km², je le disais au début de mon propos. C'est une toute petite ville en termes de superficie. Là où on peut faire des tours, c'est aux portes de Paris. Mais je crois que Paris n'a pas besoin d'être un peu plus enfermé. Je crois qu'on a besoin de créer plutôt de la continuité géographique avec les communes riveraines, tisser des passerelles pour avoir ce grand Paris qui puisse se réaliser. Donc je ne suis pas favorable aux tours à Paris. Je pense qu'elles ne correspondent pas à un certain
identité de Paris, au respect de son patrimoine. En revanche, lorsqu'on réfléchit au Grand Paris, à des aménagements de nouveaux quartiers, notamment près des nouvelles gares du Grand Paris Express, il n'est pas interdit d'avoir de l'audace, il n'est pas interdit d'avoir des nouveaux projets qui permettent d'allier des tours qui fassent de l'activité économique, du logement, près du métro, pour raccourcir le temps de déplacement, qui est un vrai sujet et un vrai problème au cœur des politiques stratégiques de notre Grand Paris. Voilà en introduction ce que je peux vous dire. C'est sortons de la logique du chiffre, soyons dans une logique de qualité dans Paris intramuros et réfléchissons à la politique de logement et d'urbanisme à l'échelle du Grand Paris. C'est là qu'on va pouvoir attirer les investisseurs, c'est là que les nouveaux projets vont pouvoir sortir de terre, c'est là qu'on va pouvoir montrer ce qu'on est capable de dessiner au XXIe siècle comme nouvelle politique intelligente pour montrer que oui, à l'échelle du Grand Paris, on peut réattirer les projecteurs internationaux sur nos savoir-faire et inventer la métropole du futur. Je crois que les deux combinés font qu'on aura toujours ce Paris agréable qu'on aime, c'est-à-dire avec un patrimoine extraordinaire, mais une ville qui vit par une stratégie qui n'est plus une logique de chiffres, mais une stratégie en mouvement, et au cœur du Grand Paris, dans lequel il y a beaucoup à faire pour simplifier les démarches, pour qu'on ait des projets et pour qu'il y ait une dynamique de croissance économique et de projets alliant logement, activité économique et stratégie de déplacement. Merci beaucoup. On reviendra évidemment vers vous. Un propos déjà très complet et audacieux. Bon, vous avez parlé des mots de la complexité de l'organisation de notre grand territoire, avec le fameux millefeuille, avec du tuilage et finalement une coopération entre les acteurs qui est mal organisée. C'est un diagnostic très, très clair de votre part. Alors très clair aussi votre propos sur la politique des chiffres, la construction. Faut-il faire entrer davantage de familles dans Paris? Alors vous déplorez que certaines nous quittent chaque année en nombre, mais vous êtes aussi clair sur le besoin de dire que tout le monde ne pourra habiter Paris. C'était votre propos au début, et que donc il faut aller vers ce territoire élargi qu'est la métropole, avec les chances qu'elle peut présenter. Et puis vous êtes très clair aussi sur l'urbanisme et la forme que l'urbanisme doit avoir. Voilà, donc des vrais partis pris. David, bon, à la suite de ton collègue du Conseil de Paris, des différences d'appréciation dans le diagnostic, des différences aussi dans les ébauches de solutions qui ont été apportées. Oui, tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis très honoré d'intervenir devant vous ce soir, qui plus est dans un arrondissement qui m'est cher et qui est toujours accueillant, comme vous le savez. Un mot d'abord. Toujours en travaux. Oui, en travaux là, pour le T3, voilà. Mais pour la bonne cause. Un mot d'introduction et ensuite, effectivement, je reviendrai sur les points de convergence, mais aussi de divergence que nous pouvons avoir avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel. Tout d'abord, une remarque préalable qui touche au libellé de ce débat ce soir. Prochain quinquennat, faut-il une politique du logement spécifique pour Paris et la métropole? Il y a là quand même un sous-entendu que nous, au groupe Changer Paris, auquel nous n'adhérons pas pleinement. Parce que ce libellé, je comprends bien l'objectif et le caractère attractif du libellé, mais laisserait entendre qu'en définitive, il faudrait attendre la prochaine élection présidentielle pour agir pour Paris. Or, au Conseil de Paris, autour de Rachida Dati, les élus républicains, centristes et indépendants, nous sommes convaincus que toutes les clés ne sont pas à chercher du côté de l'État central. Et au contraire, la municipalité parisienne doit jouer pleinement son rôle. Ce qu'elle ne fait pas, de notre point de vue, depuis déjà de trop nombreuses années. Alors, pour vous planter le décor, le paysage parisien, tel qu'on peut le voir sous nos yeux aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire que il y a fort longtemps, on disait de Las Vegas que c'était la ville de tous les vices. Alors, il y avait les tripots, les fables, le jeu, l'alcool. Et par parallélisme, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Paris est la ville de tous les excès. Tous les excès. Et je vais vous en donner 4 principaux. Le premier touche
au marché privatif. Tu as eu l'amabilité de rappeler que j'ai fait une école qui nous est chère, mais il se trouve que je ne suis pas né parisien, et je suis comme beaucoup de Parisiens, je suis un exilé, un provincial arrivé à Paris pour faire mes études. Et je viens comme des Hautes-Alpes. Comme tes deux voisins, d'ailleurs. Je n'ai pas donné leur acte de naissance, mais on a plein de points en commun. Je viens des Hautes-Alpes, à Briançon-sur-Chevalier. Et je dois vous dire que quand je rentre en famille et que je parle de Paris et qu'on m'interroge sur le prix de l'immobilier à Paris, on me regarde avec des yeux mais absolument ébahis. Je leur dis, aujourd'hui à Paris, sur les chiffres les plus récents, le prix moyen au mètre carré, c'est 11 300 €. 11 300 €. Mais c'est tombé à la renverse hein, quand on est en province et quand on est en zone rurale ou dans les montagnes. On dit, mais à ce prix-là, nous, on pourrait s'acheter un château. Bon. Et ce prix-là, il n'a cessé de croître. En 2014, on était à 8 300 €. Donc, en l'espace d'une mandature, on a pris 3 000 €. Alors, heureux sont les propriétaires, mais derrière, ça a des conséquences. Dans le haussmannien, l'ancien à Paris, depuis 2001, on a pris 60% également. C'est absolument considérable et ça a des conséquences. Ça a des conséquences concrètes sur les Parisiens qui veulent se loger à Paris et en particulier sur les classes moyennes. Il y a une éviction excessivement fort et qui est d'ailleurs là l'un des signes les plus indubitables de l'échec de la politique en matière de logement menée par la ville de Paris et Anne Hidalgo et son adjoint communiste Yann Brossat depuis de nombreuses années. Parce que aujourd'hui, quand on est un jeune, moi je vais vous donner un exemple qui m'a frappé il y a encore quelques jours. Un jeune couple qui m'apprend qu'il va partir de Paris. Pourquoi ? Ils viennent de se marier, ils ont l'intention d'avoir un enfant. Ils ont fait de belles études, les deux ont fait des études dans les grandes écoles. Donc ce n'est pas particulièrement des jeunes défavorisés. Et en tout cas, en matière d'emploi et de salaire, ils sont plutôt dans le haut de la tranche. Eh bien, ils vont partir à Montreuil. Ils partent à Montreuil parce que pour avoir un enfant à Paris, ça signifie avoir 10 mètres carrés de plus. Et 10 mètres carrés de plus, ils ne peuvent pas se le permettre. Il y a un effet d'éviction particulièrement fort sur les classes moyennes et les plus jeunes salariés aujourd'hui qui rentrent sur le marché de l'emploi mais qui ne peuvent plus vivre à Paris. Ça, c'est le premier excès, le premier abus. Le deuxième abus, il est de l'autre côté du spectre. C'est sur le logement social. Alors là, Pierre-Yves Bournazel a parlé de la politique du chiffre. Ah bah oui, on peut en parler. Nous avons eu la semaine dernière un conseil de Paris et j'aurai l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises ce soir entre nous parce que ce conseil de Paris, la semaine dernière, nous avons débattu en particulier des orientations budgétaires. Et rien que pour l'année prochaine, 180 millions d'euros sont réservés par la maire de Paris pour faire de la préemption. La préemption en matière de logement, c'est égal absolument à zéro création. C'est le tour de passe-passe de Madame Hidalgo depuis des années pour afficher des statistiques à la hausse continue. En réalité, 70% aujourd'hui des logements à Paris sont préemptés et conventionnés. Ça veut dire concrètement qu'on ne crée pas de nouveaux logements. On en prend d'un côté pour les faire passer de l'autre. Et derrière, ça a un coût. Ça a un coût évidemment qui est excessif, qui pèse sur les finances de la ville et qui en plus vient se doubler d'un autre tour de passe-passe comptable et budgétaire, mais qui est particulièrement lourd pour la ville de Paris. Ça s'appelle les loyers capitalisés. Alors là, c'est une autre supercherie de Madame Hidalgo. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous avons une dette de 8 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a été communiqué par l'exécutif de la ville de Paris la semaine dernière à notre conseil. Comment fait-elle pour mettre les crédits en face ? Eh bien, en particulier, elle va ponctionner la trésorerie des bailleurs sociaux en leur expliquant qu'à partir du moment où elle a préempté et conventionné ces logements, eh bien, les mêmes bailleurs doivent payer par avance 60 ans de loyer. C'est absolument sidérant. 60 ans de loyer, et elle laisse compte de ce tour de passe-passe, elle a déjà récupéré plus d'1 milliard d'euros.
plus d'1 milliard d'euros au cours des dernières années. Et elle nous a présenté un chiffre absolument astronomique pour 2022, parce qu'il y a une course infernale qui est aujourd'hui à l'œuvre à Paris pour essayer de boucher les trous budgétaires. L'année prochaine, elle attend 500 millions d'euros de loyers capitalisés. Très sincèrement, aujourd'hui, nous, à droite, on ne sait pas où elle va les trouver, les 500 millions d'euros. Mais malgré tout, c'est la cavalerie budgétaire d'Anne Hidalgo aujourd'hui à Paris. Il y a encore Le Figaro a sorti il y a quelques heures un papier à ce propos. Et nous avons naturellement, parce que c'est de notre responsabilité, Rachida Dati, au nom de notre groupe, a demandé au préfet et à l'autorité étatique la mise sous tutelle de la ville. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que derrière, pardon, encore un mot, parce que derrière, ça va avoir une traduction concrète. C'est la hausse des impôts. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la cavalerie budgétaire comme ça. Anne Hidalgo, si vous l'entendez bien, met toujours en avant, comme une sorte de totem d'immunité, la notation financière des agences Fitch, Standard & Poor's et compagnie. Alors, c'est un totem d'immunité, mais c'est un totem en carton-pâte. Parce que quand on lit attentivement les annotations, les agences financières se fondent notamment sur le potentiel fiscal du contribuable parisien à venir. Ça annonce vos impôts de demain pour ceux d'entre vous dans cette salle qui sont parisiens. Et ils ont même des idées très, très arrêtées sur la question, parce que Fitch, par exemple, dans l'une de ses dernières notes, a laissé entendre que la taxe foncière, c'était une bonne idée pour l'avenir à Paris et sa hausse. Ça, c'est le deuxième excès. Le troisième excès, on est là sur la question du PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, le plan local d'urbanisme, c'est un document très important que beaucoup d'entre vous connaissent naturellement, mais à Paris, on est engagé dans une grande refonte du plan local d'urbanisme. Et ça va avoir énormément de conséquences, puisque en particulier, c'est ce document sur lequel on a commencé à travailler depuis 1 an, et pour lequel la procédure va se poursuivre encore pendant 2 ans, mais c'est ce document qui fixe le vélum à Paris. Dit autrement, c'est ce document qui fixe les hauteurs maximales. La dernière refonte du PLU à Paris, elle était ancienne, c'était 2006. Aujourd'hui, et depuis 2006, on a 3 hauteurs qui sont les références. 37 mètres, ça c'est pour, je dirais, le commun, et c'est pour l'habitation. Après, vous avez les tours de 50 mètres, pas plus. Et quand vous voulez faire du tertiaire, vous pouvez monter jusqu'à 180 mètres. C'est le cas, par exemple, au Batignolles, pour le TGI de Paris. Et c'est le cas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, pour le projet de la tour Triangle du côté de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Bon. Ça a beaucoup de conséquences, naturellement, les règles qui vont découler de ce PLU pour la production de logements. Et aujourd'hui, et c'est là où on en vient au caractère totalement excessif des positions prises par la mairie de Paris, aujourd'hui, on ne sait plus du tout quelle est la boussole. Parce que quand vous entendez à la fois, la semaine dernière, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, qui est en charge des questions d'urbanisme, et qui défend à tout crin la tour Triangle de 180 mètres carrés à Porte de Versailles, et qui, dans le même temps, vous explique que dans le prochain PLU, il n'y aura plus de tour, si vous arrivez à comprendre, va falloir venir me voir à la sortie, parce que nous, on n'y comprend rien. Il n'y a absolument plus aucune boussole dans cette ville. Alors, ça c'est le paysage d'ensemble. Pour amorcer nos échanges, nous avons quelques propositions fortes, la droite parisienne. La première proposition, elle concerne ce parc du logement social, et parce que nous faisons un constat que beaucoup font, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parcours résidentiel à Paris. Il n'y a plus de parcours d'accession à la propriété. Bon, ce n'est pas tout à fait une surprise. Si Yann Brossat avait été là ce soir, peut-être vous aurait-il dit ce qu'il a dit il y a quelques années, je ne veux pas faire de Paris une ville de propriétaires.
c'est vrai que toute la politique qu'il mène, c'est plutôt anti-proprio, ça c'est certain. Et nous pensons au contraire que l'accession à la propriété, ça fait partie des aspirations des Parisiens, et plus généralement, la propriété, c'est une valeur bien française. Se constituer un patrimoine et pouvoir le transmettre, y compris quand c'est un patrimoine immobilier. On rappellera que 65% des Parisiens sont des locataires. Hein. On a une surreprésentation des locataires dans cette ville. Voilà. Donc nous proposons une première idée qui est de céder une partie, petite partie, du parc social aujourd'hui et commencer 1% par an. On l'expérimente et on voit ce que ça donne pour permettre précisément cette diversification des parcours résidentiels. Deuxième proposition, utiliser un outil qu'a créé pourtant Anne Hidalgo au mois de juillet 2019, mais dont elle ne se sert pas, curieusement. Ça s'appelle l'organisme foncier solidaire. L'organisme foncier solidaire qui a été créé en 2019, s'était présenté par Anne Hidalgo comme révolutionnaire, mais à aujourd'hui, ça n'a produit que quelques dizaines de logements qui ont été cédés aux Parisiens. On explique en deux mots l'explication. Oui. Voilà, en un mot, pour faire simple. L'organisme de foncier solidaire, ça permet de dissocier le foncier du bâti. C'est-à-dire que c'est la ville qui investit dans le foncier et derrière, elle vend le bâti à des Parisiens. L'avantage, c'est que comme dans le prix d'acquisition n'est pas incorporé le foncier, vous pouvez faire considérablement chuter le prix d'acquisition. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Parmi les rares programmes qui sont concernés par cet outil-là, il y a Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Aujourd'hui, à Saint-Vincent-de-Paul, vous avez des propriétaires qui ont pu acquérir un 2 pièces aux environs de 250 000, 260 000 euros. C'est à peu près le prix d'un studio dans ce quartier-là. Donc, on estime qu'on peut faire chuter d'environ 50% le prix de l'acquisition. C'est considérable. Et là, vous avez un outil puissant pour les classes moyennes à Paris. Aujourd'hui, il n'y a que quelques dizaines de logements qui ont fait l'objet de ces mesures-là sous Anne Hidalgo, alors même qu'elle s'était engagée à 800. Nous avons demandé déjà au Conseil de Paris, il y a plusieurs mois, qu'on accélère considérablement sur ce dispositif-là. Et puis, je pense aussi, et je ne veux pas être trop long, mais il y a cette question, vous savez, là, on a tous vécu cette période du Covid et cette crise sanitaire qui nous a tous ébranlés. Et on a tous dit, et j'ai entendu y compris les plus hautes autorités de l'État le dire, ça m'avait laissé un peu sceptique à l'époque, le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. La réalité, elle est quand même un peu différente parce qu'on s'aperçoit bien tous qu'on est plus ou moins en train de revenir à notre position d'équilibre préalable. C'est-à-dire que les vieux réflexes reviennent. Les avions commencent à redécoller et puis on commence à redevenir un peu moins attentif à un certain nombre de choses qui nous paraissaient pourtant importantes quand on était confinés chez nous. Mais par contre, il y a quand même un sujet qui reste d'actualité, c'est celui de ces bureaux vides. Ces bureaux vides à Paris et autour de Paris. Et là, il y a un potentiel. Il y a une capacité à mobiliser. Tu partages l'avis de ton voisin sur ce sujet. Oui. On estime à aujourd'hui qu'il y a à peu près, alors c'est pas si évident que ça d'estimer les surfaces libres, mais on pense qu'il y a à peu près 800 000 m² de disponibles dans Paris, plus ou moins. Bon, là-dessus, l'organisme foncier solidaire doit aussi pouvoir être mobilisé et avec les promoteurs, avec le secteur privé, on doit pouvoir exploiter ces locaux disponibles pour pouvoir repenser le logement à Paris. Et puis j'ajoute, et j'en finirai par là, qu'il faut aussi savoir être créatif et inventif. Et on n'a probablement pas suffisamment travaillé encore dans notre capitale sur la notion de réversibilité. Cette notion de réversibilité, elle peut pourtant transformer assez radicalement la question de l'arbitrage entre le logement et les bureaux. Parce que rendre un bureau réversible ou inversement, ça permet une adaptabilité et de s'ajuster au plus près des demandes et des besoins du marché. Parce les promoteurs y travaillent. Les promoteurs y travaillent. Ouais, notamment les premiers d'entre eux.
Et il faut aller absolument là-dedans. Et nous soutiendrons ces démarches-là. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais ça permet de camper, de positionner la question du logement à Paris. Parfait. Beaucoup de choses de dites. On reviendra sur quelques sujets et d'autres qui ont été passés sous silence. Tant mieux. Thomas, alors merci de ta patience, voilà, mais c'est normal. Il faut un dernier dans une série de premières interventions. Tu as pris des notes, tu réagissais à un certain nombre de propos. Je pense que tu ne seras pas d'accord avec tous. Voilà. Ton diagnostic additionnel, après ce que tu as entendu, parce que je crois qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été niés, ni par David, ni par vous, monsieur le député. Ton regard et puis des solutions peut-être audacieuses. David n'a pas manqué d'en formuler déjà. Mais écoutez, merci déjà beaucoup à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être là. En effet, je vais être pas d'accord avec pas mal de choses, mais je vais aussi être d'accord avec d'autres choses. Je vais essayer, pour commencer, de contextualiser un petit peu d'une autre manière la lecture qu'on peut avoir, notamment sur la situation qu'on a à Paris. Actuellement, on est sur une situation au niveau même national et mondial de grands changements au niveau économique, social et environnemental. Bon, on reprend le nom du CESE. Actuellement, et je pense que vous le connaissez tous, on a une profonde transformation de notre modèle et de nos modèles économiques avec l'arrivée du numérique, qui a provoqué énormément de conséquences sur la manière dont on aborde l'activité au quotidien. Le deuxième, c'est la question environnementale, et la question de l'immobilier derrière est très importante quand on sait que c'est un poste d'émission, notamment dans la construction de gaz à effet de serre, mais aussi dans la consommation énergétique des foyers, qui est énorme. Et enfin, sociétaux. Et pour compléter, on est en train d'avoir justement, je pense, un vrai changement sociétal avec les nouvelles générations qui sont en train d'arriver aujourd'hui dans le monde professionnel et dans le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur. On a un regard, les nouvelles générations ont un regard très différent sur le concept même de travail. De fait, puisque le logement fait partie intégrante aussi de cette vie et du rapport qu'on va avoir dans la société, on a énormément de questions posées justement par les nouvelles générations sur le rapport au logement. Et ça va me permettre de pouvoir continuer là-dessus. On est sur une situation où on ne veut plus vivre comme on vivait il y a 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on ne veut plus de propriété ou est-ce qu'on veut encore de la propriété? Je reprends ce que disait David, il considère qu'il faut pouvoir accéder à la propriété dans Paris, mais on peut penser l'inverse. On peut penser l'inverse. La problématique de fond, on a quand même un intérêt aussi à la question de l'accession à la propriété. On permet à des ménages justement de créer un patrimoine, de sécuriser justement leur argent. La problématique qu'on va avoir sur Paris, c'est qu'on a très peu de personnes qui vont accéder à cette propriété. Et en effet, cas personnel, en effet, vous l'avez très bien décrit, aujourd'hui je suis en train d'essayer d'acquérir mon premier bien. J'ai arrêté de penser à Paris. C'est impossible, même avec mes revenus. Et justement, cette situation fait qu'on a beaucoup de gens qui se tournent vers la petite couronne ou plus loin. La problématique, c'est que toutes ces personnes, justement, ces jeunes travailleurs qui sortent de formation, ne peuvent pas accéder, même aujourd'hui avec un travail. Et je pense que même des salariés dans vos entreprises, des collègues que vous avez, sont en incapacité de se loger à Paris. Ils sont obligés d'aller en petite couronne, plus loin, et qui dit aller plus loin dit devoir prendre des transports, des temps de transport allant de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Pendant mes études, je faisais 1h45 à l'aller pour faire Choisy-le-Roi, aéroport Roissy-Charles de Gaulle 2. Et encore, j'étais étudiant. 1h45. Et cette situation, énormément d'étudiants, de jeunes, de travailleurs, de familles le vivent. La crise Covid a permis d'avoir un regard très neuf et qui a changé beaucoup de choses là-dessus. C'est qu'on ne veut plus. Beaucoup de gens se posent énormément la question, on ne veut plus vivre comme ça. Alors en effet, on a beaucoup de personnes qui quittent Paris. Paris a une économie énormément basée sur l'activité tertiaire, voire quaternaire pour certains qui souhaitent définir la nouvelle économie du numérique. Elle peut se faire en télétravail. Beaucoup souhaitent un cadre de vie plus intéressant pour pouvoir avoir le temps de faire du sport, de voir grandir ses enfants, de pouvoir avoir un espace. Et dans Paris, ça reste compliqué. Cette situation, il faut trouver une solution. Parce qu'à côté de ça, on a
des gens qui sont obligés de faire 1h30 de transport pour aller au travail. Suite à la crise Covid, ces gens ne viennent plus travailler. Allez discuter avec la branche hôtellerie-restauration. À l'été prochain, je ne sais pas comment on va pouvoir ouvrir les restaurants. En tant que Parisien actuellement, c'est aussi partie prenante de la vie culturelle de Paris d'aller boire un café en terrasse. Si demain on est en incapacité même d'avoir des hôtels, cafés, restaurants qui ne peuvent ouvrir parce que derrière les salariés ne sont pas là, ils ne peuvent plus se loger à moins d'1h30, 2 heures, bon, j'exagère un petit peu 2 heures, mais 1h30 de transport, on va avoir un rapport à la qualité de vie qui va être fortement impacté. Alors les solutions, Thomas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Les solutions. Alors, avant la crise Covid, j'aurais repris un élément très important que M. Bournazel a porté auprès de l'Assemblée nationale, qui est la question du logement meublé touristique. On l'a vu, les plateformes qui se sont développées ont créé une énorme tension sur le marché immobilier parisien. De l'autre côté, on a eu énormément de jeunes, de salariés, qui étaient en incapacité de se loger. Là-dessus, un encadrement est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que demain, on puisse réaccéder à des prix qui sont décents pour un travailleur sur Paris. Alors, la mairie de Paris a fait des choses en la matière. Je ferai réagir David ou Pierre-Yves ensuite, mais on ne peut pas dire qu'elle soit restée indifférente à ce qui se passait là. Ah oui, complètement. La deuxième mesure qu'on a pu voir, mais malheureusement que je déplore, qui a disparu, c'est la question de l'encadrement des loyers, qui pose encore beaucoup de questions. Derrière, l'enjeu reste quand même qu'on puisse permettre à nos collaborateurs, à nos salariés, d'accéder à un logement décent. La conséquence, on ne va pas la vivre pour moi sur le court terme. En effet, ça peut être compliqué de se dire les pertes qu'on peut avoir sur la question d'un logement avec un loyer encadré. On ne revient pas sur l'ensemble de ses charges, on peut perdre une partie de son argent. À long terme, c'est au sein de vos entreprises des collaborateurs qui ne pourront même pas être formés parce qu'ils ne pourront pas accéder au lieu de formation. Donc tu es favorable clairement à l'encadrement des loyers, qui vient d'être prolongé d'ailleurs, l'expérimentation, car c'est une expérimentation et qu'il faut soutenir. D'accord ? Très bien, je ferai réagir bien sûr les voisins sur le sujet. J'ai plein de choses sur lesquelles je vais revenir. Un autre élément qui peut être assez intéressant, je vais être très factuel. On le voit, la question du logement est éminemment complexe. Les dispositifs, les acteurs, quand on se met sur le regard d'une personne qui veut accéder au logement, on rencontre différentes problématiques sur la complexité des dispositifs. Et une proposition qui serait assez intéressante, c'est au même titre que le conseil en évolution professionnelle qui a été mis en place et financé en partie par le CPF, on a cette question de l'accession au logement qui peut être une vraie question. Est-ce qu'il est possible, et je pense qu'il est fortement possible, de pouvoir mettre en place un conseil pour accompagner les gens, les individus, les salariés, dans leur projet de logement, leur faire connaître les différentes possibilités. Ça s'appelle pas un agent immobilier? Je sais pas. Hein. Non. Pas que pour l'agent immobilier, justement. Une personne, justement, qui veut avoir un investissement locatif, qu'on puisse lui présenter l'éventail des dispositifs qui peuvent exister. Ils sont mal connus, ces dispositifs. Voilà. Ils sont multiples. Ils sont multiples et ils sont mal certains connus. sont municipaux, d'autres renvoient à d'autres niveaux de collectivité. Il y a bien sûr ce que l'État met à disposition, ils sont mal connus. C'est pour ça, voilà. Eh bien, écoutez, je vais peut-être laisser réagir, mais... Alors, sur l'encadrement, je voudrais que tes voisins réagissent parce que c'est un sujet pour les professionnels qui sont ici. Il y a eu des combats, ça continue, des combats judiciaires. J'ai vu que ça repartait de plus belle. Qu'est-ce qu'il faut en penser? On ne peut pas nier que les loyers soient élevés, qu'ils soient inaccessibles à une partie de la population, celle-là même qui n'arrive pas à accéder à la propriété, à primo-accéder, voire ensuite. Qu'est-ce qu'on fait pour elle avec ces loyers? David, quand on est libéral, on est de sensibilité libérale, sans être indifférent à la question sociale, qu'est-ce qu'on dit sur l'encadrement des loyers? Très simplement ici, tu n'es pas obligé de faire l'unanimité, mais c'est comme ça. Ce que tu penses. L'encadrement des loyers, alors précisons, l'encadrement des loyers en zone tendue. Parce que ce n'est pas un encadrement des loyers partout en France. Alors, il y a d'abord je dirais un premier point de principe.
Effectivement, quand on est de sensibilité de droite, on est assez peu favorable à l'économie administrée et au prix fixé par l'État ou par une quelconque autre autorité. Et on a plutôt tendance à penser que le marché est assez grand pour fixer ses prix et ses tarifs tout seul. Néanmoins, quand on est aussi de sensibilité libérale, on est aussi pragmatique. Et on sent bien aujourd'hui à Paris que la question des loyers nécessite une réponse et en tout cas une évaluation. Sur l'encadrement, c'est une disposition qui a été prise en 2019 par la maire de Paris. Aujourd'hui, en réalité, il y a très peu de municipalités qui ont fait ce choix-là. En réalité, il n'y en a que deux. C'est Paris avec Anne Hidalgo et Lille avec Martine Aubry. Avec des demandes formulées depuis par un certain nombre de maires, Absolument. y compris en couronne parisienne. Absolument, et je vais y venir. Et le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il avait déjà été un peu amorcé par le passé, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs rappelé à cette occasion-là qu'il fallait quand même tenir compte du droit de propriété. Eh bien, aujourd'hui, le dispositif, il est quand même assez largement mité, au sens où, selon que vous pouvez justifier d'une terrasse, d'une vue sur la Tour Eiffel, d'une position assez exceptionnelle, vous pouvez déroger à cet encadrement. D'ailleurs, au final, moi, je dois le dire, peut-être vous allez me contredire dans quelques instants, mais j'ai assez peu d'agents immobiliers qui viennent me saisir de ce sujet-là. Bon, pour autant... Tu veux dire, attends que je comprenne bien, tu veux dire qu'il n'est pas respecté ? C'est ça ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas le sentiment que ça freine particulièrement l'activité de ce secteur de l'économie. Bon. Mais le Parlement a eu l'occasion d'examiner, c'était le Sénat au mois de juillet dernier, et tu viens de l'indiquer, un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 4D. Alors c'est du jargon de parlementaire, pardon Pierre-Yves. Devenu 3DS. Décentralisation, différenciation, je vous passe les autres D, et maintenant c'est 3DS. Bon, enfin, la réalité c'est que y a un petit article qui concerne l'expérimentation et qui vise à proroger l'expérimentation de 3 ans, puisque en définitive, on devait mettre un terme en 2023 et que c'est repoussé jusqu'à 2026 à la demande, en réalité, pour satisfaire la demande des quelques villes supplémentaires, dont Montpellier, Bordeaux, Lyon, Grenoble, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, d'autres, mais qui souhaitaient pouvoir mettre en place ce dispositif. Bon. Très sincèrement, je pense qu'à un moment donné, quand on fait une expérimentation, ça nécessite qu'on l'évalue. Et peut-être qu'on aurait pu, ne serait-ce que faire une évaluation intermédiaire de la situation à Paris. Parce que moi, j'entends Anne Hidalgo dire que c'est très bien, ça fonctionne très bien, son adjoint au logement dire que ça fonctionne très bien, mais comme elle dit aussi que les finances de la ville vont très bien et qu'elle dit plein de choses et que ce n'est pas exactement la réalité, moi, je m'interroge. Donc peut-être qu'on aurait pu d'abord faire cette évaluation avant de prendre des décisions, mais ce n'est pas encore d'ailleurs définitivement gravé dans le marbre parce que le Sénat s'est prononcé, mais du côté de l'Assemblée nationale, le texte doit être transmis. Pierre-Yves, la question de l'encadrement, est-ce qu'il y a des nuances par rapport... Enfin, je comprends de ce qu'a dit David que le pragmatisme, c'est le mot qu'il a utilisé, pouvait conduire à trouver utile cette décision publique. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, sur la philosophie, je partage ce qui a été dit. Moi, je ne suis pas, au départ, favorable à l'encadrement des loyers. Dans ma vision des choses, je pense qu'effectivement, la loi de l'offre et la demande doit pouvoir équilibrer les choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce que les réformes dont je parlais tout à l'heure n'ont pas été faites, qu'on n'a pas cette simplification administrative et politique, qu'on a trop d'échelons, qu'on n'a pas de gouvernance, en réalité, de stratégie à l'échelle du Grand Paris, sur l'attractivité, sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'attractivité en matière de logement, sur les déplacements, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on a à la fois un cœur du Grand Paris qui est très cher, un accès au logement qui est très difficile, et tous les autres problèmes qu'on a énumérés tout à l'heure. Et donc, oui, à titre temporaire, l'encadrement des loyers apparaît comme un pis-aller. Mais ce n'est pas une solution durable. On ne va pas encadrer pendant des décennies les loyers. Donc ça doit être une décision temporaire et ça doit obliger structurellement à faire les réformes
pour qu'on réinjecte de l'énergie dans la stratégie du Grand Paris en matière de logement, pour que là où on peut construire, on fasse du logement de qualité, proche de l'activité économique, proche des transports en commun, et qu'on dessine cette vision de ce que doit être une grande métropole, une grande ville-monde du XXIe siècle, car la compétition se fait aujourd'hui entre les grandes villes-monde. Alors là, on a eu la crise, évidemment, avec la Covid-19, et donc il y a des choses à revoir, à redéfinir en termes de stratégie probablement. Mais on sait qu'aujourd'hui, près de 60% des investissements internationaux se font dans quelques grandes villes-monde. La concurrence n'est même plus à l'heure des nations, elle est à l'heure des grandes villes-monde. Et il faut que Paris, au sens grand Paris du terme, soit une ville-monde attractive, compétitive, sur la place financière. Qu'a-t-on fait sur la place financière au moment du Brexit? Quelle est la stratégie? Alors, il y a l'État, il y a la région, il y a la ville. Moi, j'aurais attendu peut-être d'une ville de Paris qu'elle dise « Welcome to Paris ». Vous êtes les bienvenus à Paris et je vais vous aider à vous accueillir, et même en termes de logement. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'une offre privée, mais on a besoin aussi d'accompagner ces personnes. Et par exemple, je vous donne un sujet. Quand vous avez des personnes qui viennent de Londres, qui gagnent plutôt bien leur vie, qu'est-ce qui va les intéresser pour leur famille, pour leurs enfants? C'est d'avoir de bonnes écoles, des écoles bilingues. Où est le service de la ville pour les accompagner, par exemple? C'est ça le sujet, c'est d'avoir une véritable stratégie, une simplification. Tant que j'ai la parole, je voudrais juste en profiter un petit peu pour réagir à ce qui a été dit. Bon, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne voudrais pas donner le sentiment. J'ai été très mesuré vis-à-vis de la petite de la ville et David Alphand, comme il sait très bien le faire, à passer la gestion de la maire de Paris au bazooka. Moi, je suis un peu plus mesuré, c'est normal, je suis plus centriste. Mais je voudrais dire qu'aussi... Si c'est lui qui est au centre, là. C'est lui qui est au centre, là, mais il est à ma droite. Voilà. C'est ni une qualité, ni un défaut, c'est une réalité. C'est ça, est à votre droite. Voilà. Vous devriez vous mettre ici. Voilà. Ça me rappellerait l'hémicycle du Conseil de Paris, je serais plus à l'aise. Pour vous dire qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens s'est dégradée. Est-ce qu'on a envie de vivre à Paris aujourd'hui? Dans la plus belle ville du monde? Oui, pour son patrimoine, oui, pour son histoire, oui, parce que c'est Paris et qu'il y a encore quelque chose, mais Paris a perdu beaucoup d'énergie quand même, et notre qualité de vie s'est dégradée. On pourrait évidemment parler de la propreté, ça va faire consensus, parce que ça fait consensus dans toutes les salles, mais la désorganisation de la gestion des travaux. Est-ce que vous avez vu une ville au monde qui dise « ce n'est pas à moi de coordonner la gestion des travaux » Eh bien, c'est ce qui se passe à la ville de Paris. J'avais proposé il y a quelques années que la ville de Paris reprenne le pilotage du calendrier des travaux et des intervenants. Je suis désolé, quand on aime sa ville, on s'en occupe. On s'en occupe vraiment au quotidien. Et ce n'est pas une question de gauche ou de droite, car je le dis ici, je pense que Bertrand Delanoë a été un bon maire de Paris. Je pense que Jacques Chirac a été un bon maire de Paris. Ils ont été tous les deux, avec la diversité de leur position politique, des amoureux de Paris et des grands maires de Paris. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne s'occupe pas des priorités du quotidien qui font aussi l'attractivité d'une ville. Je donne cet exemple-là concret et je vais aller jusqu'au bout. Moi, je souhaiterais que la ville de Paris, alors qu'il y a près de 7000 chantiers à Paris, 7000, eh bien, j'aimerais que la ville de Paris puisse reprendre le pilotage de la gestion des travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de décider des calendriers, de décider de la répartition des intervenants sur la même portion de la voirie, car aujourd'hui, on voit des chantiers sans ouvriers. Pourquoi? Parce que les barrières sont installées des semaines avant le début des travaux, restent des semaines, voire des mois après la fin des travaux. Pire, lorsqu'un intervenant, par exemple GRDF, est intervenu, je dis n'importe quoi, du 10 au 24 Colincourt, il met tout au propre. Les gens ont galéré parce que les barrières sont restées, comme je l'ai dit, longtemps après. On met tout au propre, tout le monde fait ouf, les travaux sont terminés. 6 mois après, on recommence sur la même portion de rue. Eh bien, il faut qu'à la ville de Paris, il y ait un pilotage pour organiser tous nos travaux à Paris. Ça nous ferait gagner beaucoup de place dans l'espace public pour que le piéton, pour que le cycliste, pour que l'automobiliste sache où il va et comment il circule, et qu'il n'y ait pas ces milliers de chantiers en même temps où personne ne travaille. En tout cas, la majorité n'ont pas d'ouvriers dessus. Je donne cet exemple-là parce que ça, c'est la qualité de vie. Alors voilà, pour et on a besoin, pour retrouver l'attractivité, pour attirer les investisseurs et pour donner envie de vivre à Paris, d'avoir une stratégie aussi du quotidien pour faire en sorte que Paris soit une ville agréable. Car quand vous ajoutez la cherté des prix du logement,
la saleté des rues, la désorganisation de la gestion des travaux, quand vous ajoutez la pollution, quand vous ajoutez le bruit, quand vous ajoutez tout l'endettement dont on a parlé tout à l'heure avec David, qui fait que aujourd'hui on se prive d'investissement à Paris. On se prive d'investissement. On n'entretient plus nos équipements sportifs, nos équipements culturels. Je le vois comme élu du 18e au quotidien. Là, je suis en train de me battre simplement pour qu'un gymnase où vont des enfants et des familles puisse être rénové, qu'il ne pleuve pas dedans. C'est pas normal. Et pour cela, et ça sera ma conclusion, il faut assumer une réforme de l'administration parisienne. Il faut avoir le courage, je le dis aussi comme je le dis depuis 10 ans, il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires et agents publics qui partiront à la retraite ces prochaines années à la ville de Paris. Il y a 55 000 fonctionnaires et agents publics à la ville de Paris. Il y en avait 39 000 il y a 20 ans. Ne pas en remplacer 1 sur 2 sur une mandature 6 ans, on réaliserait 2400 postes pleins en moins. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça permettrait de réaliser des dizaines de millions d'euros d'économies qui permettraient de lutter contre l'endettement et de donner comme priorité l'investissement. Une ville bien gérée, c'est une ville attractive, c'est une ville où on veut vivre et c'est une ville où les investisseurs veulent venir mettre leur argent. C'est ça dont on a besoin à Paris et il faut qu'on se donne les leviers et les moyens d'y arriver enfin parce que nous aimons Paris et qu'il faut quand même qu'elle puisse rayonner. On m'a envoyé aujourd'hui encore un article dans la presse catalane, Paris des amours. Voilà, c'est ça qu'on veut de la presse internationale. David. Tous les jours, la presse américaine, la presse anglaise, la presse allemande, la presse italienne, la presse espagnole, la presse catalane, on a eu plein d'articles désagréables. Vous croyez que c'est comme ça que celles et ceux qui veulent investir vont se dire c'est à Paris qu'il faut que je mette mon argent? David, sur la baisse d'attractivité de Paris, est-ce que tu es d'accord? Parce que je trouve le réquisitoire... Alors, d'évidence, le réquisitoire plaît. Moi, je le trouve sévère. Est-ce que tu le partages en tout point? Une question sur ces corollaires. L'attractivité pour les investisseurs, c'est ce que Pierre-Yves Bournazel a évoqué. Je voulais qu'on parle des investisseurs institutionnels, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont leur place pour que le logement soit plus accessible? Ils se sont absentés dans le résidentiel de Paris, d'ailleurs, prioritairement. C'est là qu'ils étaient les plus présents il y a 30 ans. On sent un retour. Est-ce qu'il faut leur assigner véritablement une mission, quitte à faciliter leur retour, quitte à le favoriser, peut-être fiscalement? Voilà, donc baisse d'attractivité, est-ce qu'elle est si forte que ça? Ça explique d'évidence les quelques 12 000 ménages qui partent chaque année, mais est-ce que c'est si grave et est-ce que les zinzins ont leur place? Alors, peut-être un retour très rapide sur la question de l'encadrement, avant de répondre à la question de l'attractivité, parce que c'est un sujet qui permet aussi d'illustrer les philosophies et la manière dont on aborde les sujets. Et en l'occurrence, moi je suis assez choqué par ce qu'a annoncé il y a quelques semaines la maire de Paris, le name and shame en matière de loyer. Ça vous a peut-être échappé ou pas, mais Anne Hidalgo a produit une étude qui porte sur un peu plus de 19 000 annonces, étude selon laquelle près de 40% des annonces de location seraient hors la loi. Et de là, elle en déduit qu'un mécanisme doit être mis en place. Elle va chercher une association au-dessus de tout soupçon, la Fondation Abbé Pierre, qu'elle mandate... Tu es ironique là ou tu ne l'es pas? Non, mais je suis du mal à savoir. Je suis très sérieux. Tu es toujours sérieux. Et qu'elle mandate pour mettre en place une étude annuelle et puis surtout derrière, elle accompagne sa démarche d'une petite application qu'elle veut mettre en place et qui serait assez simple, c'est-à-dire quand vous cliquez, vous regardez le loyer et il y a un pop-up qui surgit et là c'est le name and shame si jamais vous n'êtes pas dans le système d'encadrement du loyer. Bon, c'est quand même très particulier comme mode d'approche. Moi, je suis plutôt favorable à une ville apaisée
où les automobilistes, les piétons, les trottinettes, les cyclistes puissent vivre ensemble paisiblement, où les locataires, les propriétaires, les agents immobiliers puissent se rencontrer sur des questions communes et pas jeter à la vindicte populaire tel ou tel. Et ça, c'est quand même assez illustratif aussi d'une démarche aujourd'hui municipale qui peut surprendre, en tout cas. Parce que c'est la cancel culture appliquée au secteur de l'immobilier. Je demanderai à Thomas ce qu'il en pense après, mais je te laisse continuer. Voilà. Et on passera aux questions de la salle. Je ne l'ai pas dit, il y aura des questions de la salle. On va y passer très vite. Sur la question de l'attractivité, de fait, on va pas se le répéter 12 000 fois, mais c'est vrai que quand on voit que 12 000 familles partent chaque année de Paris, ça interroge. Pour le moins, ce n'est pas une ville qui est particulièrement attractive pour certaines familles et qui pourtant aimeraient y vivre. Je rappelais tout à l'heure, on rappelait avec Pierre-Yves Bournazel 6 000 enfants de moins inscrits à la dernière rentrée scolaire. Bon, ça c'est déjà un signe. C'est un élément objectif qui permet de mesurer l'attractivité ou pas d'une ville ou d'une commune. Bon. Il y a un sujet intéressant derrière la question de l'attractivité, parce qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et je vais vous rapporter un épisode qui a fait beaucoup parler à New York. Et vous allez voir que quand on est un élu local, la question qui pourrait paraître assez simple dans sa réponse, à savoir faut-il attirer ou pas une entreprise sur son territoire, elle a des conséquences parfois inattendues. Il y a maintenant 1 an et demi, Amazon avait annoncé son intention d'installer son siège dans l'un des districts de New York. Et cette parlementaire new-yorkaise, Horacio de Cortés, je crois, ou un nom un peu comme ça, Ocasio-Cortez, qui a mené la bataille contre, mais elle ne l'a pas menée toute seule. Les riverains sont montés au créneau. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit « Ah mon Dieu, on va arriver à Amazon ». C'est pas qu'ils aient quoi que ce soit contre Amazon, je pense même qu'ils devaient commander beaucoup sur Amazon. Mais surtout, ils se sont dit « Mais alors ça veut dire qu'on va être colonisé, que ça va faire monter les tarifs, aussi bien dans nos supermarchés, que si on veut changer de logement dans le même quartier, ça va culminer à des hauteurs que seuls les cadres les plus supérieurs d'Amazon auxquels ils pourront accéder. Donc on n'en veut surtout pas d'Amazon, pas chez nous ». Bon. Ça pose quand même concrètement cette question-là aujourd'hui, quand on est une grande capitale de par le monde, d'arriver à trouver le point d'équilibre entre l'attractivité nécessaire, parce que c'est le dynamisme économique, parce que c'est aussi une ressource fiscale supplémentaire, parce que c'est une question d'image pour Paris d'être attractive, mais également de pouvoir concilier ces arrivées avec la vie des quartiers. Et tous les Parisiens sont attachés à la vie de quartier. Et probablement, pour trouver ce point d'équilibre, en réalité, la juste échelle pour raisonner, c'est plus à Paris intramuros, c'est à l'échelle de la métropole parisienne. La place des investisseurs institutionnels et Thomas ensuite. Oui, alors. David, les investisseurs institutionnels, est-ce qu'il faut les faire venir à Paris, dans le Grand Paris, puisque tu as désigné un deuxième grand territoire, pour qu'ils y soient plus actifs dans le résidentiel? C'est-à-dire les banques, assurances, et qu'on renoue avec ce qu'on a connu par le passé? Oui. Pour développer notamment un parc locatif intermédiaire, c'était l'offre qui était la leur il y a encore 30 ans. Ils sont très peu présents désormais sur ces actifs. Oui. Alors Paris et l'agglomération parisienne ont changé quand même en l'espace de quelques décennies. Moi, j'ai entendu le Premier ministre il y a quelques semaines faire des annonces pour essayer de relancer le logement intermédiaire. Bon, le plan de relance ne fonctionne pas
sur ce segment-là de la création d'activités et de logements. Et donc, il va essayer de jouer sur d'autres enveloppes et sur de l'exonération de taxes foncières. Je pense que l'État peut aussi avoir un rôle de levier intéressant dans ce domaine, et pas uniquement les investisseurs institutionnels, parce que ça serait renoué en fait avec quelque chose qui appartient presque au passé. Hein. Thomas, et puis les questions de la salle ensuite. Je voudrais qu'on parle de fiscalité aussi un petit peu. Est-ce que tu considères que la fiscalité de Paris, mais on peut poser la question plus largement, il n'y a pas d'obligation, vous savez, il y a un principe constitutionnel qui fait qu'il n'y a pas d'affectation des ressources fiscales, c'est sur décision des élus. Il y a de grosses ressources fiscales qui viennent du logement à Paris. Je pense au droit de mutation à titre onéreux. Paris ayant un double statut finalement de ville et de département. Est-ce qu'il y a une bonne réallocation de la fiscalité venant du logement en direction du logement? Est-ce que les aides locales proposées par la ville de Paris sont suffisantes en rapport avec ces rentrées fiscales venant du logement? C'est un sujet éminemment complexe, je vous avoue. Je ne saurais dire, malheureusement, sur ces questions-là. Pour rentrer plus dans le détail, on a un besoin, de manière générale, d'avoir, au-delà de la rénovation, au-delà de la création de nouveaux logements, d'avoir un équilibre sur la question, justement, des logements qu'on va avoir sur le territoire. Je vais faire le lien avec la question de l'attractivité, que je rejoins complètement. On a besoin d'avoir cette attractivité qui va avoir, si on attire des capitaux internationaux, si on attire des grandes entreprises internationales, on va avoir des levées de financement pour la fiscalité qui vont pouvoir permettre d'avoir des impacts sur la création de logements, sur la rénovation de logements. On a un besoin d'attractivité et factuellement, dans moins de 3 ans, on a les JO 2024 qui est une vitrine emblématique justement du rayonnement qu'on va pouvoir avoir à l'international. On a cet objectif-là. C'est un sujet que connaît très bien Pierre-Yves Bournazel. Il s'en est occupé lorsqu'il était conseiller régional, notamment. On pourra le faire parler sur le sujet tout à l'heure. Et là-dessus, on a cette fenêtre aujourd'hui pour attirer des investisseurs internationaux. C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer et qui est importante aussi en France pour le rayonnement, mais pour aussi la création d'emplois. Et pour faire le pont avec ce qui nous attend dans les prochaines décennies, parce qu'on discute déjà, et là on a une note de la Direction générale des entreprises qui a fait une note là-dessus, on a la question des smart cities, on a la question des nouvelles technologies qui vont être nécessaires pour penser les politiques de la ville autrement, qui vont être nécessaires d'être comprises et appréhendées parce que de nouvelles compétences sont nécessaires. Et on a cette fenêtre de tir d'attirer les investisseurs, de pouvoir investir massivement dans ces nouvelles compétences, transformer la ville pour pouvoir répondre aux nouvelles questions de qualité de vie, de confort des concitoyens. Et pour revenir très rapidement, je vous rejoins sur la question de l'application. En effet, c'est ridicule d'être dans un dogme où on a une application dès qu'il y a un loyer qui dépasse systématiquement la question de l'encadrement des loyers. Vous êtes contre le name and shame lié à l'encadrement des loyers? C'est pas comme ça qu'on construit ensemble une société justement où on se fait confiance. On a d'autres dispositifs. On a assez de tensions aujourd'hui, je pense, entre nous, entre citoyens sur ces questions-là pour éviter de partir sur ce shaming un petit peu détourné. Je pense qu'on a autre chose à construire de plus pertinent. Parfait. Les questions de la salle. Il vous suffit de lever la main. Je crois qu'une hôtesse va vous passer le micro. Voilà. Comme la première question est difficile à trouver, on passe tout de suite à la deuxième, si vous voulez bien. Ah, ça fait 30 ans que je fais cette plaisanterie, elle marche. Regardez, madame. Le monsieur, il a levé la main là-bas. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Alors. Regardez, il est là-bas. Merci. François Thouard, administrateur de biens depuis 1990. Ça ne se voit pas. Merci. J'ai entendu que donc, la ville de Paris devrait payer très cher les immeubles, qu'il n'y avait pas de construction. Ça, on l'entend effectivement depuis très très longtemps. J'ai une petite anecdote
lorsque en 2001 ou 2002, la ville de Paris a acheté un de mes clients, a préempté plutôt un de mes clients, un double immeuble avenue Mozart dans le 16e. Et, donc 4 ou 5 personnes de la ville sont venues au bureau chercher les dossiers et nous ont expliqué, à mon père et moi, qu'il y avait une caisse sans fond et qu'en fait, peu importe le prix qu'ils payaient, le tout c'était de faire des logements sociaux dans le 16e arrondissement s'il n'y en avait pas. Alors bon, on vend ça. La deuxième anecdote, c'est plus embêtant. Dans un immeuble rue du Roi de Sicile, 2-3 ans après, un immeuble qui était un immeuble modeste, occupé par les veuves des anciens salariés d'une usine qui avait un propriétaire qui était en loi de 48 et qui avait toutes plus de 70 ans. La ville de Paris achète cet immeuble et, on va dire, même pas une semaine après, j'ai un coup de téléphone d'une des locataires en pleurs qui m'appelle et qui me dit « Mais monsieur Thor, vous ne savez pas ce qui m'arrive ?» Je lui dis « Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « J'ai eu le service social de la ville de Paris. Ils m'ont dit que jeudi prochain, avec mes voisines, un autocar venait nous chercher, il fallait qu'on déménage. » Alors, j'étais un peu surpris. J'ai demandé le numéro de téléphone. J'ai eu une charmante jeune femme, service social de la ville de Paris. J'écoute, oui, très bien. J'explique que j'étais l'ancien gestionnaire il y a encore même pas une semaine et que j'essaye juste d'avoir des explications parce que cette pauvre femme en pleurs à mon téléphone, ça m'a beaucoup secoué. Et là, on m'explique que la ville avait décidé de rénover l'immeuble, de construire un ascenseur. Et je lui dis, mais pour combien de temps vont-elles être déménagées? Elle m'a dit, mais pour toujours, monsieur. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais c'est des personnes qui ont plus de 70 ans, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont en loi de 48. Et je lui dis, n'importe quel propriétaire, bailleur, privé ferait ça, ça sera impossible de le faire. Elle m'a dit, mais monsieur, vous inquiétez pas, on a retrouvé des beaux appartements. Cette dame, par exemple, dont vous me parlez, on lui a trouvé un petit appartement à Aubervilliers. Alors maintenant, madame Franclay, qui est donc nouveau maire, a peut-être certainement des endroits très très sympathiques à Aubervilliers, m'a dit, oui, il aura un petit bout de jardin, etc. Je lui ai dit, mais moi je suis sûr que les pissenlits, c'est par la racine qu'elle va l'avoir dans 6 mois, parce que dans 6 mois, l'appartement, effectivement, elle ne réintégrera pas. Alors, est-ce qu'il y a une question? C'est juste un témoignage. Je voulais que mais moi j'ai une réponse. Je sais pas s'il y avait une question, mais j'ai une réponse. C'est bien de toi, vas-y. Parce que, sachant qu'on a déjà montré du doigt la préemption, mais là, c'est vrai que ça va plus loin. Il y a aussi un manque d'humanité dans le traitement des situations. Non, mais justement sur la préemption, parce que vous apportez une anecdote supplémentaire, et moi je vous renvoie la balle avec un chiffre. Sur j'ai dit tout à l'heure, 180 millions d'euros qui sont réservés dans le budget pour 2022 à Paris pour faire de la préemption. Si à la place de faire de la préemption, on utilisait ces 180 millions d'euros pour rénover du logement, on pourrait en rénover 7000. Si à la place de 180 millions d'euros pour de la préemption, on construisait du logement, on pourrait construire 2500 logements supplémentaires. Alors, mais on va te passer le micro à ce moment-là parce qu'on ne t'entend pas. Ah, il y avait une question ensuite? Non, juste donc ça, c'était pas l'anecdote, mais bon, voilà, ça me permet d'en faire part parce que je trouve pas ça normal. Mais elle ne manquait pas d'intérêt. Je voulais être sûr que. Voilà. Le deuxième élément sur la tour triangle. La tour triangle, j'ai entendu qu'il y avait donc en nombre de milliers de mètres carrés disponibles de bureaux, pas de bureaux. Donc c'est 800 000, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure? Non, ça c'est ce que les bureaux pourraient développer, c'est ce que la conversion des bureaux pourrait développer, 800 000 mètres carrés. J'ai entendu M. Alphand tout à l'heure parler de 800 000, et ça m'a... C'était les bureaux, la transformation des bureaux. La tour triangle, c'est 8 000 mètres carrés de bureaux qui devraient être construits, peut-être a priori à fin décembre. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse ensuite construire une tour de 8 000 mètres carrés de bureaux alors qu'il y en a plein de disponibles, avec une tour qui il y a beaucoup de polémiques, ça fait des années qu'on en parle. On va écouter un tout petit peu parce que je voudrais que vos confrères ou consoeurs puissent aussi parler. C'est vraiment l'intention. Et donc une constatation, Monsieur Alphand parlait de Briançon, le petit village de Puy-Saint-Vincent que vous connaissez certainement. Mais le nom d'Alphand est lié à Briançon. Je peux bien dire qu'ils sont de la même famille. Alors David skie un peu moins bien, mais bon. Mais donc cette ville, par sa gabegie, ce village plutôt par sa gabegie de la gestion de l'or blanc, a été mis sous tutelle de l'État, et peut-être effectivement faudrait-il que ce que vous avez suggéré, que ce soit pareil pour Paris, avec les millions de dépensés et un peu plus d'humanité, ça serait bien si ça pouvait être porté, et en tout cas éviter de continuer. Merci beaucoup. Avec humanité, cette dame va vous reprendre le micro avec délicatesse. Il y a un monsieur juste derrière. Regardez, voilà, pas loin.
Bonsoir. Il y a 3 ans à peu près, une loi a été votée pour le démembrement des HLM, la possibilité aux investisseurs justement de pouvoir récupérer le foncier. Le bail réel solidaire qu'a évoqué avec précision David tout à l'heure. Hein. J'étais peut-être en retard, voire sûrement. Et alors, effectivement, il a été évoqué. Cela non, dit, je voulais savoir un petit peu si on avait des chiffres sur, puisqu'on parlait, on a beaucoup alors oui, parlé d'investissement. Parce qu'il en a donné tout à l'heure. Désolé. Non, mais bon, en clair, c'est un dispositif, hein, je ne crois ne pas trahir ce qu'a dit David, que la maire de Paris elle-même avait souhaité et qui était très peu utilisé par la ville de Paris, malgré ses qualités, parce qu'on peut lui prêter des qualités pour faire baisser les prix. C'est ce qu'a dit David. C'était l'intention du législateur. Une autre question. Une autre vraie question. Tu veux le micro? Oui, madame, si vous voulez bien. Est-ce qu'on sait, sur les 180 millions investis dans les préemptions, combien ça représente en travaux à réaliser? Parce qu'on sait que beaucoup d'appartements sont vides à Paris dû aux préemptions et à la mairie de Paris qui n'a pas les moyens de réaliser des travaux dans ces appartements vides. Donc on va investir 180 millions, soit. Combien il y aura de travaux derrière? Alors, est-ce que cette enveloppe est dédiée simplement à l'acquisition ou est-ce qu'elle peut servir aussi à la rénovation? Je pose différemment la question. Je ne sais pas si Pierre-Yves Bournazel le sait ou David, l'un ou l'autre. En tout cas, c'est une question pour les élus. À ce stade, on n'a pas encore la ventilation, puisqu'on en est au débat d'orientation budgétaire et nous n'aurons le budget définitif qui sera produit au Conseil de Paris du mois de décembre, donc dans 3 semaines. Il faudrait qu'on se revoie dans 3 semaines pour que je puisse vous donner le détail. Mais votre question, elle est intéressante parce que derrière, il y a cette idée de est-ce qu'on prend bien tous les éléments en compte quand on décide en matière de logement? Et moi, ça me fait penser à un sujet qui concerne la transition énergétique du logement à Paris. Dans la loi climat et résilience qu'a voté mon collègue Pierre-Yves Bournazel, je suis désolé, là je vais mettre une petite pierre dans son jardin. Mais non, mais on est là pour ça aussi, pour dire les points communs et puis les points de divergence aussi. Cette loi, elle est mal fichue. Elle est mal fichue parce qu'à aujourd'hui, on a une exigence qui est portée par la loi qui fait en sorte que les logements les plus mal classés dans le DPE, diagnostic de performance énergétique, ceux qui sont en F et en G, à partir de 2023, il va leur arriver des bricoles, c'est-à-dire que non seulement ils pourront plus augmenter les loyers, mais ensuite même ils pourront quasiment plus louer le local. Bon, enfin, pas décent, tout à fait. Voilà. Bon, alors moi et alors ça pose un vrai souci pour les propriétaires, parce qu'en plus derrière, ça veut dire qu'il y a des travaux considérables à mettre en œuvre. Quand vous êtes dans du haussmannien, par exemple, ou de l'ancien à Paris, ça coûte des dizaines de milliers d'euros de se mettre aux normes. Alors je me suis dit, mais comment le législateur, pardon Pierre-Yves, a pu voter un truc aussi énorme et qui va porter à de telles conséquences à Paris, sans parler de l'encadrement des loyers, hein, parce que derrière, ça a des conséquences sur le loyer aussi. Alors je suis allé regarder, moi, vous savez, dans un projet de loi, c'est toujours accompagné d'une étude d'impact. Oui. Et je suis allé regarder dans l'étude d'impact, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont quand même pensé à aller regarder combien ça allait coûter aux propriétaires. Et en fait, ce qu'ils ont évalué dans l'étude d'impact, c'est l'avantage pour le locataire, en termes d'énergie économisée, et puis l'avantage pour le propriétaire en termes de loyer qui pourrait éventuellement un tout petit peu augmenter. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir combien ça allait coûter en matière de travaux à effectuer. C'est tellement vrai qu'il a été demandé... il a été demandé des mois plus tard par la ministre du Logement à Olivier Sichel, de la Caisse des dépôts, de quantifier ce que coûterait pour les propriétaires de maisons individuelles et d'appartements cette rénovation. Donc c'est venu a posteriori, avec d'ailleurs un rapport qui est critiqué de ce point de vue-là, puisqu'il parle de 15 000 euros par logement, par appartement dans les copropriétés, et c'est sans doute bien en dessous de la réalité, oui, à Paris. Tout à fait. Pierre-Yves Bournazel, bon, c'est vrai que cette loi, c'est très juste pour le patrimoine, notamment haussmannien ou ancien. Paris est fait de ce patrimoine. Ça va poser des problèmes financiers, mais même techniques.
même technique. Hein, clairement, on ne va rien pouvoir faire sur les façades, par exemple, des logements haussmanniens. Est-ce qu'on parle là justement de difficultés d'application pour Paris d'une loi nationale? Est-ce que ça a été envisagé? Est-ce qu'on est passé à côté? Est-ce qu'il peut y avoir des adaptations? Voilà, une réponse très concrète face à des administrateurs de biens qui vont devoir s'y coller, pour être tout à fait clair. Hein. Alors, j'ai bien reçu un certain nombre de mails concernant ce dispositif, et donc je suis bien au courant de cette situation. Nous sommes un certain nombre de collègues parlementaires à avoir rédigé un courrier à la ministre en charge du dossier pour avoir un certain nombre de stratégie de sa part en termes de calendrier pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Je ne vous cache pas que les objectifs du gouvernement étaient de démontrer qu'ils étaient préparés à la transformation écologique. Et que donc, sur la question des logements, il fallait agir vite et fort. Comme souvent, vite et fort, c'est l'objectif, mais concrètement après, sur le terrain, on voit qu'il va y avoir des difficultés d'ici 2 ans pour un certain nombre de logements qui ne seront pas évidemment encore en travaux et qui donc pourraient, pour ces propriétaires, avoir de mauvaises conséquences. Donc, qui pourraient sortir du parc locatif, clairement. Voilà, donc l'idée, c'est de retravailler des dispositifs qui permettent de poursuivre cette transformation tout en tenant compte des contraintes qui peuvent peser à court terme afin d'établir un calendrier qui soit plus adapté aux situations. À ce stade, je ne peux pas dire grand-chose parce que je n'ai pas les réponses. Si je traduis, il y a une prise de conscience. Tout à fait, puisque certains, peut-être d'entre vous, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai reçu des mails m'évoquant le sujet, donc j'ai regardé de près, même si je ne suis pas dans cette commission et je n'ai pas particulièrement travaillé le sujet. Donc j'ai regardé, et avec certains collègues parlementaires, nous sommes réunis, nous constations la même chose, et donc nous avons écrit à la ministre pour évidemment lui dire que nous attendions de la part du gouvernement un certain nombre de réponses. Gardons le cap, évidemment, de cette transformation, parce que l'objectif est bon, mais concrètement, comment on répond à ces besoins en termes de calendrier, qui est un calendrier qui apparaît trop resserré au vu des investissements à faire. Tant que j'ai la parole, je voudrais, encore une fois, oui, j'intercale une question quand même. Sur la rénovation, on parle de ça, en particulier du parc locatif, avec de fortes contraintes qui ont été évoquées jusqu'en 2034. Est-ce que, je parlais d'allocation budgétaire, est-ce qu'il faut des boosters dans Paris, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, pour aider les propriétaires bailleurs à rénover ces logements? Je l'ai évoqué en introduction, rapidement, hein, mais en disant que, justement, quand on fait des économies sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement, eh bien, ça nous permet d'investir. Et notamment, la question de l'aide des propriétaires bailleurs sur la rénovation énergétique doit être une priorité, évidemment, de la ville de Paris. Si on veut avoir cet objectif de lutter contre le réchauffement climatique, on le sait, il y a beaucoup de logements à Paris qui doivent être rénovés, mais ces propriétaires-là ne vont pas le faire seuls. Ils vont le faire de manière accompagnée, et la ville doit être en tête, puisque Paris se veut une ville écologique. Où on prend l'argent? Dans les droits de mutation, je parlais de réallouer des ressources. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le budget, c'est une vision. Donc déjà, pour financer un certain nombre de priorités d'investissement, il faut faire des économies sur le fonctionnement, parce que sinon, on peut tout vous dire, on peut tout faire. Mais simplement, au moment, si on ne veut pas endetter une ville et pas augmenter la pression fiscale, il faut d'abord faire un plan d'économie. Si vous voulez, je rentre concrètement dans le détail. Enfin, vous avez évoqué déjà tout à l'heure le nombre de les fonctionnaires qu'il ne faudrait pas remplacer. Ça fait 600 par an, 2400 sur une mandature, qui permettrait de réaliser plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies, et de manière exponentielle, puisqu'à chaque fois, c'est 600, plus 600, plus 600. Ensuite, par exemple, plafonner les subventions aux associations de manière globale, c'est-à-dire de définir un montant maximum et de se dire voilà ce que le contribuable peut dépenser chaque année
pour les subventions aux associations. À l'intérieur de cette enveloppe, on hiérarchise les priorités, on évalue le travail des associations, et comme ça on aide des associations qui font un bon travail, qui ont un impact direct pour les Parisiennes et les Parisiens, et celles et ceux dont on estime que ce n'est plus une priorité ou que le travail n'apparaît pas efficace, eh bien on peut diminuer, voire supprimer la subvention. Que se passe-t-il aujourd'hui? La réalité, c'est que quand on subventionne une association, on la subventionne toujours, et puis on subventionne tout le temps les nouvelles. Donc évidemment, le chiffre monte. C'est le tonneau des À un Danaïdes. moment donné, il faut plafonner, ce qui permet d'avoir une maîtrise de la dépense publique de fonctionnement. Et ensuite, il faut définir les priorités d'une ville en matière d'investissement. Et je pense que la rénovation énergétique en fait partie. Et donc, les économies qui ont été réalisées, pour partie, peuvent aller sur la stratégie de rénovation énergétique. Mais aussi dans l'investissement, si vous voulez, il y a des priorités aussi à faire. On ne peut pas investir sur tout et tout le temps. Il y a aussi là une évaluation et un contrôle qui doit être fait. Ça me paraît de bonne politique. Pour autant, contrairement, parce que je vais aussi trouver une différence, et c'est mon côté plus centre-droit que droit de changer Paris, cher à David Alphand et à Rachid Dati, je suis tout à fait défavorable à l'idée de lancer une mise sous tutelle de Paris. J'aime Paris. J'aime la liberté de cette ville. Et même si Madame Hidalgo est la maire et que je la combats politiquement parce que je suis aussi dans son opposition, je ne souhaite pas que cette ville soit mise sous tutelle. Question d'image, ça dégraderait l'image de la ville? D'abord d'image pour Paris, pour les investisseurs, pour l'attractivité. Et puis même si la situation n'est pas bonne, et je l'ai dénoncé tout à l'heure, elle n'est pas aussi mauvaise. Elle ne mérite pas une mise sous tutelle. Pour mettre cette ville sous tutelle. D'accord. Donc je suis en désaccord avec cela, je le dis aussi. Paris est pas bien géré, vous l'avez compris selon moi aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la situation budgétaire de Paris nécessite une mise sous tutelle. Ou alors, il y a pas mal de collectivités, de villes qui pourraient être mises sous tutelle. Imaginez que Paris soit mis sous tutelle, ce qui ne va pas arriver, je vous rassure, c'est plutôt, à mon avis, un effet de communication du groupe Changer Paris. Si Paris était mis sous tutelle, évidemment, on aurait de grands sujets. Et j'en profite pour dire, puisque c'est mon côté humaniste, je suis corrézien, puisque M. Alphand, David et de Briançon, moi j'en profite pour dire que je suis corrézien. Et les Corréziens, vous savez, Rion. Sont très... Je suis né à Rion et Spontané dans le Cantal, mais j'ai vécu en Corrèze. Alors il y a Chirac, il y a Hollande, on a au moins une qualité, je pense qu'on est profondément humaniste. Et donc je voulais dire pour cela plusieurs choses. Moi, je n'ai pas une vision négative de Paris, je veux bien me faire comprendre. Je ne dis pas que Mme Hidalgo a fait tout mal, ça serait injuste de le dire. Je viens d'élaborer quand même une critique assez sévère, c'est vrai. Mais contrairement à nous, vous et moi, elle a une qualité, c'est qu'elle a déjà gagné 2 fois les élections. Nous, à Paris, 0. Deuxième, oui, ça compte. Elle a gagné 2 fois les élections. Et moi, je respecte le suffrage universel. Deuxièmement, il y a des sujets sur le mode lesquels... électoral explique aussi les choses. Oui. Mais c'est pas le débat du jour. C'est pas le débat du jour. Mais... Elle est légitime. Elle a la légitimité de l'élection. En démocratie, il faut respecter les choses. Mais bien sûr. Moi, je veux gagner un jour Paris. Je ne suis pas dans le déni. Si je dis Madame Hidalgo, elle a faux sur tout, et que les gens qui ont voté pour elle n'ont rien compris, on ne gagnera jamais Paris, puisque le but d'une élection, c'est de convaincre celles et ceux qui n'ont pas voté pour vous de le faire un jour. Et donc, à un moment donné, il faut aussi trouver des sujets consensuels. Un sujet consensuel qui est important pour Paris, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous avons, en 2017, obtenu satisfaction. C'était le monde sportif avec Tony Estanguet et Bernard Lapassé, c'était la ville de Paris, c'était la région Île-de-France, c'était l'État. Tout le monde était derrière cette candidature. Il faut maintenant réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce qu'effectivement, c'est l'occasion de remettre les projecteurs sur Paris et le Grand Paris. De faire la démonstration qu'au-delà de l'aspect sportif et de l'héritage sur l'aspect sportif, c'est un héritage pour le Grand Paris, pour son attractivité, pour mettre en avant nos entreprises, pour mettre en avant nos savoir-faire, pour mettre en avant, si possible, mais là, en revanche, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai quelques doutes, la manière dont on vit. C'est la raison pour laquelle je suis malheureusement très critique sur sa gestion, parce que je pense que cette gestion et cette dégradation de la vie quotidienne est un frein aussi à la réussite de. Il faudra que les 7000 chantiers soient terminés. Voilà. Et, non, mais le problème de 7000 chantiers, c'est qu'ils s'enchaînent les uns derrière les autres. Dès qu'il y en a un qui finit, il y en a un autre qui commence, par les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a des sujets d'intérêt général où on doit tous se rassembler pour faire en sorte que ces projets réussissent, parce que c'est
notre attractivité qui est en jeu. Ce n'est pas Madame Hidalgo, ce n'est pas Monsieur X ou Madame Y dans l'opposition municipale, c'est Paris et le Grand Paris. Et on va nous regarder, et il faut qu'on réussisse ces Jeux Olympiques et Paralympiques, mais c'est vrai que ça demanderait que d'ici là, la ville de Paris revoie, en tout cas dans sa gestion du quotidien, un certain nombre de politiques publiques qui, au vu de beaucoup, ont échoué. Benjamin, un complément. Après, on reprendra une dernière question et je pense qu'il faudra qu'on s'interrompe parce que l'heure. Juste une question. Vous savez, on a toujours des difficultés dans nos familles. Des questions se posent. La mise sous tutelle, on met sous tutelle, on met pas sous tutelle. Et bien souvent, c'est l'aspect financier qui fait qu'on mette les gens sous tutelle parce qu'ils dépensent l'argent n'importe comment. Vous nous avez dit que 8 milliards, c'était finalement pas de l'argent. À quel moment vous estimez qu'il faut mettre sous tutelle une institution parce qu'elle est en danger? Nous, c'est nous qui allons payer au final, enfin tous ceux qui habitent Paris. Et donc on s'interroge vraiment, si on estime que 8 milliards, finalement, c'est pas grand-chose, à quel moment on considère que... Ce n'est pas ce que Alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ne soyons pas dans la désinformation, soyons dans la justesse des propos. J'ai été le premier élu de Paris à évoquer les problèmes, un peu seul, d'ailleurs à l'époque, même dans ma famille politique, de l'endettement de la ville. J'avais même fait une tribune en 2015 pour dire « Attention, nous sommes sur une très mauvaise trajectoire et vous allez doubler en 6 ans, si ça continue comme ça, l'endettement de la ville. » Car l'endettement de la ville était d'1 milliard d'euros en 2001, il était de 4 milliards en 2014, il s'approche des 8 milliards. La trajectoire est très mauvaise parce que les réformes n'ont pas été faites. Mais à l'expliquer qu'on ne peut rien faire et qu'il faut mettre sous tutelle, ce serait faux. Nous pouvons agir, la ville de Paris peut encore agir, il y a des marges de manœuvre, bien évidemment, parce que la ville est une ville riche, d'abord parce que nous avons encore quand même pas mal de ressources, nous avons pas mal de patrimoine, et les notations, même si elles sont dégradées, ne sont pas des mauvaises notations. Vous êtes pour la cession du patrimoine public parisien ou une accélération? Non, je suis pour des réformes parisiennes. Je suis favorable, je le redis, à ce que Paris se réforme. Il faut avoir le courage de dire où on diminue la dépense publique de fonctionnement. Moi, j'ai fait des propositions très concrètes, chiffrées, financées. Si on fait ces réformes courageuses, on retrouve des marges de manœuvre pour désendetter la ville et pour hiérarchiser les priorités en matière d'investissement. L'objectif n'est pas de remettre à zéro, bien sûr. Le but est de casser la trajectoire d'augmentation de la dette publique et de la diminuer progressivement pour ne pas transmettre effectivement aux futures générations trop d'endettement. Donc je veux être très clair là-dessus et très juste aussi dans les propos. Donc je suis très clairement, je le dis, contre cette idée de la mise sous tutelle. D'abord, encore une fois, ça ne sera pas le cas, et ensuite, ça serait très mauvais pour Paris, et Paris a encore des marges de manœuvre pour se réformer et faire en sorte de se désendetter. David, question de volonté. Je te relance sur la cession du patrimoine parisien. Alors, la question peut se poser pour la France entière, la politique immobilière de l'État, comme on dit, les collectivités. Nous sommes face à une collectivité qui est la plus riche en patrimoine culturel, historique. Est-ce que la question de la cession, pour faire rentrer de l'argent, c'est une façon aussi de désendetter, d'apporter des ressources pour le logement. Est-ce que c'est une voie à explorer? Je suis intervenu à plusieurs reprises sur ces questions-là en Conseil de Paris au cours des derniers mois, parce que la cession, il y a 2 cessions, si j'ose dire. Il y a la bonne cession et la mauvaise. La bonne cession, c'est pour rationaliser le patrimoine immobilier de la ville et éventuellement céder des locaux, des biens dont la ville n'aurait plus l'usage. Voire du foncier constructible. Voilà, absolument, voire du foncier constructible. Et là, ça, c'est de la bonne cession. Et puis, il y a la mauvaise cession, et on est malheureusement plutôt dans ce cas-là à aujourd'hui, c'est vendre des bijoux de famille pour pouvoir combler les trous budgétaires. Et ça, c'est vraiment de la mauvaise gestion de la ville, et ça participe d'un ensemble. D'ailleurs, à ce propos, je ne suis pas tout à fait surpris du commentaire de mon collègue Pierre-Yves Bournazel concernant les 8 milliards de dettes et ce qu'on peut en penser. Il n'est après tout que dans la continuité du gouvernement et du président de la République qu'il défend depuis maintenant 4 ans, puisque... Mais oui, parce que cette pratique des loyers capitalisés... Parce qu'il ne fallait pas faire le plan de relance ? Non mais, pardon, mais tu ne sais pas ce que je vais dire, Pierre-Yves.
Et pas faire le plan de relance. La pratique des loyers capitalisés, qui est absolument pas faire le PGE pour les dérogatoire du droit commun et qui ne bénéficie qu'à la ville de Paris, à la demande expresse de Madame Hidalgo. Il faut quand même savoir que cette pratique dérogatoire, elle est autorisée chaque année depuis 2016, d'abord par Monsieur Hollande et aujourd'hui par le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est un constat. Alors, juste, je vais réagir après. Oui, enfin, peut-être je vais aussi enchaîner sur la question de l'amour de Paris. Parce que nous aussi, on aime Paris, on est tous des amoureux de Paris dans cette salle. Et c'est vrai que moi, quand je vois que de l'argent est déversé, plus d'1 milliard d'euros à Marseille, et rien pour Paris, on évoquait les boosters, qui pourraient être des boosters, y compris d'aide publique en faveur des Parisiens, ça me fait un peu mal au cœur. Je sais que Marseille en a besoin, mais quand on connaît la situation parisienne, il y aurait aussi des besoins à combler. Et là, on parle de fonds nationaux, puisque ce sont des allocations faites par l'État. Hein. Et le milliard d'euros annoncé par Emmanuel Macron, c'est vrai que nous, quand on voit ça de la capitale, on se dit pourquoi à Marseille? Et je sais qu'il aime l'OM, mais PSG, c'est pas mal aussi. Et puis un dernier point, sur le Grand Paris, ça nous permet de reboucler parce qu'on arrive finalement un peu à la fin de nos échanges. Et là encore, je vais être un peu en désaccord avec Pierre-Yves Bournazel. Je partage sa vision du Grand Paris et des questions de logement qui doivent nécessairement être traitées à cette échelle-là. Mais pour autant, je ne partage pas tous les attendus de Pierre-Yves parce que il nous dit, il faut maintenant. Mais depuis maintenant près de 5 ans, Emmanuel Macron n'a pris aucune décision, aucune mesure pour faire avancer le Grand Paris. J'appartiens à une famille politique dont nous nous honorons de compter parmi nos membres, si je veux dire, d'être à l'origine, c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé le Grand Paris. Et à l'origine, moi j'en avais parlé avec Henri Guénaud, qui était aussi un peu l'inspirateur de cette belle et grande idée de la faire advenir. Je lui avais dit, mais pourquoi est-ce qu'on commence par le transport? Parce qu'il y a la gouvernance du Grand Paris. Et il m'avait répondu, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, et que derrière le transport, le reste suivra. Et malheureusement, après Nicolas Sarkozy, rien n'a suivi. Donc effectivement, et ça permet probablement de conclure par rapport à la question qui était notre question initiale, qu'est-ce qu'on fait après l'élection présidentielle? Eh bien moi je crois que du point de vue du logement à Paris et dans son agglomération, il y a des décisions fortes à prendre, y compris en matière de gouvernance. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, elle n'a guère de compétences en matière de coordination et d'impulsion de la politique du logement. Si vous allez regarder dans ce qu'elle fait, il y a bien un programme métropolitain, mais pas du logement. Les mots ont un sens, de l'habitat et de l'hébergement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et demain, après l'élection présidentielle, il faudra pousser dans le sens d'un Grand Paris avec des initiatives fortes en matière de logement. Merci. Pierre-Yves Bournazel, oui. Est-ce que je peux intervenir? J'ai juste une question. Ah oui, bien sûr. Une observation. C'est simplement pour déconstruire la question de l'encadrement. Je regrette qu'il ne soit plus un marqueur désormais idéologique, alors même qu'en tant que professionnel, on a pu constater un phénomène assez pervers. Ce n'est pas tant... il faut avoir à l'esprit que 85% des locations le sont par des propriétaires qui n'ont qu'un seul bien à la location. Auquel cas, quand l'encadrement a été mis en place, ce sont des personnes avec des revenus relativement modestes qui ont été affectées. Contrairement à ce qu'on y a pu penser, cette France de rentiers dont parle souvent Emmanuel Macron. Le phénomène essentiel que l'on a pu constater au sein de nos cabinets, c'est le retrait de ces appartements de la location. Donc tout simplement, je crois que dès la première année, c'était à peu près 20 000 logements qui ont été soustraits du parc locatif pour des personnes qui ne les ont pas achetés. Donc ce n'étaient pas des biens qui ont été remis en location. Donc c'était un premier élément de déconstruction. Le deuxième, c'est que quand vous parliez name and shame, notre problématique, c'est que nous respectons l'encadrement en tant que professionnels. Sinon, nous serions sanctionnés par la perte de nos aptitudes professionnelles. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, tout en disant mais il y a 45% des locations qui sont irrégulières, mais moi, ça me pose un problème. Parce que j'ai l'impression d'un 2 poids 2 mesures. Donc, non au name and shame, bien évidemment, mais en revanche, il faut qu'il y ait quand même, quand il y a des éléments de régulation qui sont pour le moins contrôlés. Et de la même façon, j'allais aborder les plateformes qui peuvent
être finalement avec ce deux poids, deux mesures également, parce qu'on n'a pas du tout évoqué le sujet Airbnb sur Paris, qui est un réel sujet. Il a été par département, mais on peut y revenir. Il a été très légèrement, mais nous, on a senti tout de suite ce problème de désaffection et de désagrément au sein des copropriétés dont nous sommes syndics, parce qu'en effet, il y avait des genres de passagers clandestins au sein des copropriétés qui ne respectaient aucune règle. Donc en fait, à mettre des règles finalement très coercitives, en fait très pénalisantes, donc nous pénaliser chacun d'entre nous pour finalement ne pas les respecter et faire des exemples de temps en temps, je trouve ça assez déplorable en fait. Et je regrette vraiment que on est sorti, que l'encadrement, qui était un sujet qui pour moi était extrêmement dogmatique, maintenant soit accepté par tous. Donc je le regrette quand je vous entends chacun d'entre vous. Bon, alors je ne vais pas leur demander de réagir là-dessus parce que vous avez fait part de vos convictions. Vous avez, que ce soit David ou que ce soit Pierre-Yves, chacun a fait sa démonstration sur le sujet. Bon, il n'y a pas accord, hein, d'évidence. Pierre-Yves, vous vouliez reprendre la parole? Oui, pardon, je vais juste répondre. C'est la difficulté quand on invite plusieurs politiques, forcément, quand il y a des accords, il y a un peu de débat, mais c'est bien. Vous êtes aux affaires en plus. Donc, exactement. Hein, voilà. Je voudrais répondre sur deux points. D'abord, sur le Grand Paris, je l'ai dit en introduction, c'est en début de quinquennat qu'on peut avancer. Il y a eu une volonté du président de la République d'avancer. Le gros problème, c'est qu'il s'est heurté à ce que j'ai signalé tout à l'heure. C'est que quand il a interrogé les uns et les autres, la présidente de la région, elle a dit « Le Grand Paris, c'est moi, c'est la région. La réforme est simple. » Le président de la métropole du même parti a dit « Mais le Grand Paris, c'est nous, c'est la métropole. » Monsieur Devedjian, paix à son âme, Patrick, avec Bédier, voulaient construire leur stratégie, eux, en fusionnant leur département Yvelines Hauts-de-Seine. Puis les maires, qui étaient essentiellement des maires socialistes et LR, ont voulu garder leurs prérogatives. Eh bien, il a compris que la concertation, la négociation ne pouvait pas faire avancer un projet consensuel. Eh bien donc, ça veut dire qu'au début du prochain quinquennat, c'est ce que je souhaite, je n'engage personne que moi, il va falloir que l'État dise très clairement que pour l'intérêt de la nation, il faut que le Grand Paris émerge maintenant avec de véritables grands projets, qu'on simplifie ce millefeuille administratif, qu'un certain nombre d'élus mettent fin à leur égoïsme municipal et au fond à leur volonté de garder la mainmise pour des raisons électorales, ils empêchent de faire avancer le grand projet du Grand Paris. Et je pense que c'est absolument décisif qu'on puisse avancer sur ce sujet si on veut rentrer dans l'ère de la compétition des villes-mondes et ne pas vivre que sur nos acquis. Deuxième point et deuxième réponse sur la question des finances publiques et de l'endettement. David Alphand est un peu taquin avec moi sur l'endettement. Bien sûr que l'État aujourd'hui est endetté. Mais enfin, on a eu une crise avec la Covid-19 où on peut trouver des points positifs et négatifs, des réussites et des échecs, c'est normal, dans toute décision publique. Mais enfin, je pense qu'une majorité de Français comprennent qu'il y a eu des décisions importantes sur le plan économique et social qui ont protégé l'essentiel. Le fameux « quoi qu'il en coûte ». Pour protéger les entreprises, pour qu'elles puissent redémarrer très vite. Aujourd'hui, on a 6% de croissance. Alors d'où on vient, c'est un peu normal. Il va falloir être très vigilant, notamment sur les questions d'inflation. Mais si ces dépenses-là n'avaient pas été faites, dans quel état on serait? Est-ce que vous connaissez un pays au monde où on est mieux géré sur les questions économiques et sociales, la situation d'un pays? Est-ce qu'on peut le donner, ce nom? Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, ce que j'ai lu dans la presse étrangère, c'est que la France apparaît comme le pays qui a pris, en tout cas, les moins mauvaises décisions dans une période extrêmement difficile. Et que l'honneur des hommes et des femmes d'État qui nous conduisent, c'est de prendre parfois la décision la moins mauvaise quand il n'y a que des mauvais choix à faire. Deuxièmement, sur cette réponse, je voudrais quand même le dire, puisqu'il est un peu taquin, que moi, je suis très surpris que la famille politique à laquelle j'ai appartenu, LR, pour qui j'ai de l'estime par définition, ait passé son temps à l'élection présidentielle de 2017 à expliquer qu'il voulait 500 000 fonctionnaires, agents publics de moins sur une mandature. Certains candidats révoquent 200 000 maintenant. Et à l'Assemblée nationale, mes collègues LR, à chaque fois qu'on fait des économies, hurlent en disant « Oh, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher à ça ». Et à chaque fois qu'ils font des propositions de loi, c'est pour la dépense publique supplémentaire.
Alors, c'est pour ça que je dis, attention, grand diseux, petit faiseux. Et moi, je préfère aider aujourd'hui le président de la République à réussir des réformes, parce que c'est lui qui a fait la réforme de la CNCF, dont on parlait à droite depuis des années, et qui a mis fin à l'inégalité d'accès devant la retraite, où maintenant, quand on rentre à la CNCF, eh bien, on cotisera de la même façon pour avoir sa retraite. C'est lui qui a fait les simplifications administratives pour les entreprises. C'est lui qui a fait le triplement du nombre d'apprentis pour développer l'alternance et la formation professionnelle. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui auraient pu être faites. C'est lui qui a réformé une partie de l'ISF. Peut-être qu'il faudra aller plus loin dans un autre quinquennat. Mais enfin, le chemin qui a été engagé, le chemin qui a été fait, j'aurais aimé que ma famille politique, lorsqu'elle était en responsabilité, en fasse un peu autant. Alors, et enfin, tu as cité Nicolas Sarkozy. Oui, je l'ai d'ailleurs mis en vidéo hier. Nicolas Sarkozy, lui, défendait les droits du sol. Merci beaucoup. Bon, on sent que si le président Macron se représente, il aura en vous un soutien inconditionnel. Voilà. On a senti ça. Et peut-être Nicolas Sarkozy. Bon. Merci beaucoup. Je voudrais... Alors... Bon, je voudrais vous remercier tous les trois, y compris d'avoir élargi le débat. Il y a des sujets, évidemment, qui, concernant Paris, dépassent Paris. Vous l'avez fait tous les trois avec cœur. Merci à Thomas Anzo, membre du Conseil économique, social et environnemental. À David Alphand, je ne me trompe pas de prénom, de Briançon, mes conseillers de Paris, qui a la passion de Paris. Comme là, Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, élu du 18e. Il l'a dit... au détour de quelques phrases, je n'avais pas cité son appartenance territoriale dans Paris. Merci à tous les trois. Émilie, il t'appartient de dire le mot de la fin. Merci à tous, merci pour ce débat. Donc merci Henri et merci à vous trois. Pour conclure, on pourrait se dire qu'il nous semble, à défaut de suppression de l'encadrement des loyers, urgent de réformer les critères et j'espère qu'on pourra inclure, puisqu'on en a débattu ce soir, les critères de la rénovation énergétique qui pourrait être comme une vue sur la Tour Eiffel ou comme une terrasse, un des critères de fixation et de réévaluation de nos loyers. Voilà, on espère. Je vous remercie tous les trois parce que vous êtes attendus au stand de Radio Imo. Pour nous, c'est la partie relâche, mais avant de profiter de cette soirée autour d'une coupe de champagne à côté. Je vous demande de noter ou de prendre en photo, pour les plus rapides, les prochaines dates. Donc on se retrouve ici le 24 janvier, le 20 juin, l'Unis Night le 15 septembre et dans un an évidemment ici. Et le congrès de l'Unis National est fixé à Pau les 15, 16 et 17 décembre. Alors, ça paraît très très loin, mais voilà, comme ça, vous n'avez aucune excuse pour dire que vous n'êtes pas au courant. C'est pas loin. Et alors, je sais que... Oui, alors, je vois bien que je suis la seule née à Paris sur l'estrade, mais Pau, c'est la ville de cœur d'Henri, et donc je suis très heureux de ce choix, ça, autant vous le dire. Voilà, mais même moi, je serais ravie d'aller à Pau juste avant Noël prochain. Voilà, merci à tous.